Et voilà. Ravi de vous retrouver pour la dernière émission de 2018. Nous serons là en janvier 2019, vous inquiétez pas. Voilà. Et maintenant, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hôtes d'Or, c'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Non. Je veux le silence le plus complet. J'ai entendu du bruit. Je ne commencerai pas avant. Vas-y, vas-y. Après délibération. Oui, entre toi et toi-même. Et le quorum ayant été atteint. De un. Le prix bisounours est décerné à monsieur Daniel Cohn-Bendit. Ah oui, ah ben ça, il l'a pas volé. Ouais, il est membre. Enfin, il est membre à perpétuité du camp du bien mondialisé. Oui. Alors, d'abord, pour avoir demandé bruyamment de voter pour monsieur Macron parce qu'il était forcément le candidat de la démocratie participative, Ouais. et cette semaine, d'avoir quitté prestement le navire à bord de l'embarcation Libération en ayant dit qu'on l'avait trompé et que ça ne tenait pas debout. Mais pourtant, il ne fallait pas être grand clair. Après la pyramide du Louvre, après Chambord et l'ascension de l'Olympe par la face nord, de comprendre qu'on avait été joué. Donc, moi, chacun son boulot. Le Dany, il est très bon pour les coups francs, les dribbles, mais chacun son boulot. Mais là, il y a eu le penalty. Là, il a eu vraiment le penalty, le Dany, parce que je voudrais que vous entendiez ce qu'il a dit à France Inter ce dernier lundi. Ça passe par moi. S'il vous plaît. Magnéto, Serge. Une dernière pour la route, c'est Cédric qui vous pose la question, taquine. Dis-moi, Dany, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barricade? Écoute, moi je te dis une chose. D'abord, je lui dis, c'est Cédric, hein. Camarade Cédric, je suis allergique au jaune. Pour des raisons personnelles. Je peux pas mettre quelque chose de jaune. Peut-être les gens comprendront. L'étoile jaune, j'imagine. Exactement. Ouais. Non, attendez, est-ce que vous avez entendu ça? Monsieur Dany, en tant qu'anti-nazi de première classe, ne veut pas mettre un gilet jaune. Mais attendez, je vous signale simplement en passant que ce sont les potes de Dany, de SOS Racisme, les héritiers de CRSSS, qui ont décidé eux-mêmes de s'épingler sur le cœur une petite main jaune en clin d'œil appuyé à l'étoile de la même couleur. C'est Donc, vrai. non, mais... À l'époque, ça posait le problème à personne. Non, hein. non, mais à moi déjà, hein, Thierry, parce que moi, à partir, si vous voulez, de cette fièvre jaune névrotique, j'attrape la jaunisse. Bravo. C'était le prix Goldnadel de la semaine. Des gentils, des toutous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans la peau. Mon petit bisounours, il adore les bisous. Et maintenant, j'accueille le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Salut Alexis. Alors, Alexis et Raquel, bonsoir. Dans un instant, Natacha et Perico Légas. Donc c'est les amours ce soir. Moi, ce soir, mon mari est dans le public. À vous de le trouver. Non, c'est vrai? Ouais, il est dans le public. On me dit pas ça. Putain, j'ai passé la soirée. Là, Ah, ça. il y a Monsieur Cachemire qui se cache là. C'est le garçon avec les lunettes? Ah bah, t'as toute l'émission pour trouver. Bon, écoute, d'ici la fin de l'émission, Voilà. nous aurons trouvé Monsieur Cachemire. On va le trouver, on va le trouver. Il y a les boules qui brillent. Attention, donc Alexis, comme tous les invités, évidemment, vous avez un slogan. Votre slogan, vous le connaissez, c'est « Insoumis, sauf à Raquel ». Et vous avez un sampleur, vous connaissez votre sampleur, c'est le même que Raquel.
Alors, Alexis Corbière, vous avez laissé votre gilet jaune en loge? Non, mais je l'ai eu mis. Mais en étant clair, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes. Non, je sais bien. Et ce qui fait l'originalité, la force de ce mouvement précisément, c'est que c'est un mouvement qui naît d'abord sur les réseaux sociaux par des gens qui ne veulent surtout pas être récupérés par des forces politiques. Ça lui donne une certaine force, ça lui donne aussi une certaine faiblesse, c'est-à-dire des contradictions. Ouais. Mais c'est l'expression, selon moi, d'une forme de soulèvement populaire. On est face à un événement qui est comparable à ces grands moments de l'histoire de France. Bien sûr. Je ne sais pas quelle en sera l'issue, mais c'est clair que ce qui se passe est très profond, avec l'expression d'une colère, voire même d'une rage, qui vient de loin, qui se concentre beaucoup contre la personnalité du président de la République, bien sûr contre sa politique, mais aussi sur la manière dont il l'incarne. Et il faut le comprendre. Et la manière, selon moi, dont le gouvernement n'a pas répondu pendant 3 semaines, avec une forme d'arrogance qui est très dans le style macronien. C'est-à-dire on fait la morale, vous êtes des bofs, des fumeurs de clopes, vous roulez au diesel, vous êtes anti-écolo, etc. Hystériser encore plus, enfin, du moins exciter, à radicaliser les choses. Donc je vois là, il y a des appels au calme, mais enfin il y a 3 semaines, l'appel au calme, je ne l'ai pas vu de la part de toute une série de gens dont il était de bon ton. Là je parle des députés En Marche et de ce gouvernement, de mépriser. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ce peuple d'un seul coup se lève? Pourquoi il ne supporte plus ces formations politiques? Mais la question, c'est surtout pourquoi ce mouvement ne se reconnaît pas dans votre parti, qui était censé les représenter. On va en parler. Mais les représentants de la France Insoumise se sont exprimés depuis le début de la mobilisation. Magnéto, Serge. Depuis plus de 3 semaines, les Françaises et les Français, ces invisibles, ces riens, ces réfractaires, ces fainéants, ont dû porter un gilet jaune pour qu'enfin vous les voyiez et les entendiez. Jupiter a remis les pieds sur terre et il a constaté le divorce entre le peuple français et son président. Le caractère jupitérien des institutions, l'utilisation qu'il en a fait depuis 18 mois, qui à mon avis est une erreur totale, l'utilisation de tous les traits boursouflés de la monarchie présidentielle, lui revient au visage. Le changement vu d'en haut par une bande de gens qui appliquent une idéologie aveuglée, alors ça je connais le résultat maintenant, je l'ai vu, appliqué à plusieurs reprises. Voilà, alors, on en reparlera tout à l'heure avec Bruno Bonnell, député de la République En Marche dans la battle de la semaine. Mais on va commencer par les unes de la semaine. Alors Alexis, chaque mercenaire va présenter sa une. Il aura 1 minute pour en parler. Et à la fin, c'est vous qui jugerez. C'est vous qui nous direz quel journal ou quel magazine vous achèteriez si vous étiez devant un kiosque. Première une, c'est celle de Franz-Olivier Gisbert. Alors Franz, vous avez 62 secondes en fait, parce que la semaine dernière, vous avez fini à 58. Ah oui, donc c'est très sérieux. Attention, vous êtes prêts pour le chrono? 1 minute et 2 secondes, top chrono. Alors, Édouard Philippe doit partir. Il doit partir avant d'être viré par Emmanuel Macron, c'est ce qui va se passer. Alors quel est le problème d'Édouard Philippe? Je pense qu'il a été trop coulant, trop gentil, trop loyal aussi avec Emmanuel Macron. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien vu depuis le début de l'affaire des Gilets jaunes, il dit un truc que le président lui a dit de dire, et le président le contredit quelques temps plus tard. Bon. Alors, le problème des premiers ministres sous la Ve République, c'est qu'il faut pour exister, il faut qu'ils sachent résister, et puis voire parfois s'opposer. Sinon, ils deviennent des boucs émissaires. Et c'est ce qu'est en train de devenir Édouard Philippe aux yeux des journalistes. Bien sûr, mais pas aux yeux des Français, qui sont pas si dupes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour survivre et pour, disons, échapper à la colère populaire, il va devoir nommer un Premier ministre fort. Alors, il n'y en a pas tellement en magasin. On regarde un peu comme ça. Bon, il y a peut-être Juppé. Ce serait... Ben oui, il y a peut-être Juppé. Il n'est pas assez con pour y aller, Juppé. Il n'est peut-être pas assez con pour y aller, mais on ne sait jamais. Ce serait logique, mais la politique et la logique, ça ne fait pas souvent bon ménage. Alors, dans la prochaine émission, on n'aurait que 57 secondes. T'es d'accord? Je suis tellement d'accord. Ah non, Quel jaune? Moi, je défends France. T'as toujours été trop faible avec T'as lui. toujours été jaune. C'est pas vrai. Alors attention, la deuxième une, c'est Pierre. J'aurais pas aimé être avec toi. Pierre, vous avez... Pendant l'occupation, tu devais pas être terrible. 63 secondes, Pierrot. Hein. Donc pour la première fois depuis la mort de Franco, une formation d'extrême droite va siéger au Parlement régional d'Andalousie, en Espagne. Le parti s'appelle Vox. Magnéto, Serge. Si tomas partido hasta mancharte para combatir una injusticia. Si crees que en el riesgo hay esperanza. Créeme,
si haces todo eso. En la noche y en el día. En la tormenta y en la calma. En los días de miseria o en la hora de la abundancia. Sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Et voilà, Andalucía. Attention, vous êtes prêts? Prêt. Allez-y. La Reconquista commence en terre andalouse, c'est en tout cas le message de Vox. La référence est explicite, hein. La Reconquista, c'est quand les chrétiens ont chassé les musulmans de la péninsule au Moyen-Âge. Voilà qui donne le ton. Alors Vox, c'est un parti anti-immigration, c'est un parti anti-islam, c'est aussi un parti néo-franquiste, puisqu'il veut abroger les lois mémorielles sur la dictature de Franco. Il revendique aussi l'unité de l'Espagne et donc veut mettre fin au régionalisme. C'est un parti qui a pour slogan, et je vais le dire en espagnol, « Hacer España grande otra vez », qui n'est ni plus ni moins que la traduction littérale de « Make America Great Again » de Donald Trump. C'est la première fois, vous l'avez dit, depuis le rétablissement de la démocratie que l'extrême droite entre dans un parlement régional. C'est un séisme politique du coup. Personne ne l'avait anticipé, personne. Et dans ce contexte de montée des populismes en Europe, l'Espagne faisait figure un peu d'exception. Le Monde avait même titré il y a quelques mois, il y a un an à peine, l'Espagne, ce pays où l'extrême droite n'existe pas. Alors, accident de parcours ou véritable poussée nationaliste, on le saura aux élections européennes au printemps prochain. On aurait pu s'en apercevoir tout simplement en regardant la politique que menait Sanchez, c'est-à-dire le Premier ministre socialiste espagnol, et le fait que tous les flux migratoires se sont déplacés vers Gibraltar. Il ne faut pas aller chercher très loin pour savoir que ça allait, à un moment donné, provoquer une tension. Il y a deux choses. Alors, juste une petite nuance, un mot. Aux dernières élections législatives, en 2016, Vox a fait 0,2% des voix. Et là où Vox a gagné beaucoup de voix, c'est non pas à cause de la crise migratoire, un petit peu, beaucoup ils en parlent, mais c'est surtout à cause de la crise catalane. Bien sûr. Exactement. Parce que la dislocation du pays leur fait peur et ils ont gagné beaucoup de voix là-dessus. Ils ont profité du parti socialiste le plus con du monde. Mais j'attire votre attention sur le succès de Vox s'appuie sur le fait que ce parti socialiste, il est corrompu. Il a accepté d'une certaine manière la partition de l'Espagne avec la Catalogne. Il laisse passer les migrants qui arrivent maintenant en France, hein, en passant. Comment voulez-vous que ça n'agite pas, si j'ose dire, le chiffon noir? Il faut aussi se souvenir que l'Espagne n'est pas la France, que l'Espagne est un pays où il y a des autonomies, alors que les Andalous, en effet, supportent mal de voir les Catalans considérer qu'ils veulent leur souveraineté. Pas tous les Catalans, hein, Natacha? Non, pas tous les Catalans. Pas tous les Catalans. Je demande évidemment son avis sur le sujet à Alexis Corbière. Le mot populisme, le problème, c'est que c'est un mot feignant qui englobe toute une série de choses et à la fin, ça ne veut plus rien dire. Là, en l'occurrence, on a une force qui dit clairement qu'elle se réclame de Franco, qui est quand même un général qui prend le pouvoir en écrasant une république par la force. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça vient de loin. Il y avait quand même des forces très réactionnaires qui avaient déjà une nostalgie. Et bien entendu, le franquisme n'est pas mort avec Franco, bien évidemment. Oui, ben voilà, donc il se réorganise. Comme le pétinisme n'est pas mort avec Pétain. Voilà. Juste un mot pour répondre sur le choix sémantique. C'est juste que Vox franquiste, ça marche moins. On est d'accord. Non mais ça, c'est un bon argument. C'est le seul argument. Mais elle dit pas du voilà, on se retrouve après la pub pour la suite de Une de la semaine. Ce soir, face aux mercenaires, Alexis Corbière. A tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans l'hémisphère des terriens du dimanche, en compagnie des mercenaires et d'Alexis Corbière. On continue avec la suite des Unes de la semaine. Raquel, vous avez 10 secondes de plus que la minute, vous avez 70 secondes pour vendre votre une. Alors l'alimentation pèse lourd sur le budget des ménages et les promos et les prix cassés permettront-ils aux Français de remplir leur caddie pour Noël? Pas de cadeau dans le caddie, c'est votre une, Raquel. Vous avez 1 minute et 10 secondes. Top chrono. Oui, le caddie dont on parle énormément dans ce mouvement des Gilets jaunes. On les a tous entendus, que ce soit sur les ronds-points, sur les plateaux télé, dans les différents témoignages. On parle du frigo vide. On parle de vouloir avoir autre chose dans le frigo que des pâtes et du jambon. On parle de ce 15 du mois à partir duquel on a faim. La faim, on parle de la faim dans la 5e puissance économique au monde. C'est absolument frappant qu'on en soit arrivé là.
Et en plus, ce n'est pas fini, vu que la période des fêtes arrive maintenant. Et la période de la fin d'année, c'est précisément le moment où on a envie de se réunir pour partager la table. Pour justement, autour de cette culture culinaire, cette gastronomie qui fait la marque de fabrique de la France, célébrer tous ensemble. Or, ça va devenir un moment de souffrance. Pour analyser ça, il y a Perico Légas, critique gastronomique, qui est invité aujourd'hui, témoin de la semaine, pour nous en parler. Perico Légas, je l'accueille immédiatement. Ça va, Perico? Ça va bien. Alors, Perico Légas, donc Natacha Polony, Alexis Corbière, Raquel Garrido, les amours. Alors, vous publiez Du panier à l'assiette aux éditions Solar. C'est un livre dans lequel vous discutez avec Serge Papin, qui est l'ex-PDG de Système U. Selon vous, il faudrait consommer moins, mais consommer mieux. Vous écrivez que la course aux promos a provoqué une baisse de qualité des aliments et pire, une hausse des maladies. C'est logique. Ouais. Quand on baisse les prix, on baisse la qualité. Si on baisse la qualité, on attaque l'environnement, on donne de la saloperie à manger aux pauvres. C'est toujours eux. Notre livre tombe en plein gilet jaune. C'est les gilets jaunes à table que nous défendons. Ouais. Et c'est vrai que ce sont les classes défavorisées qui sont souvent les plus exposées à la malbouffe. La malbouffe qui a été engendrée par le système néolibéral, qui veut une surproduction pour une surconsommation. La grande distribution, les grandes surfaces ont organisé tout ça. Toujours moins cher que ce qu'on nous dit depuis 40 ans. Consacrez le moins de temps et le moins d'argent possible à votre alimentation. C'est vrai. Voilà, on est là, on s'occupe de tout, c'est parfait. La nourriture n'a jamais été aussi bonne, elle n'a jamais été aussi saine. Et on a aujourd'hui un désastre agricole, des paysans qui se suicident en France. Et on a des gens qui sont malades, des adolescents, l'obésité, le cancer quelquefois, une économie ruinée, un low-cost systématique qui fait que tout le monde s'appauvrit. Même le PDG de Carrefour, Georges Plassard, en 2015, a poussé un coup de gueule en disant le low-cost, c'est la fin du monde. Le PDG de Nestlé a dit c'est la même chose. Donc, on annonçait déjà les gilets jaunes au niveau du comportement alimentaire des Français. Voilà. Vous êtes notre témoin, donc témoin de la semaine. Jingle. Raquel. Alors, dans votre livre « Du panier à l'assiette », que j'ai trouvé fort intéressant, notamment parce qu'il revient sur l'histoire de la grande distribution, on lit que l'alimentation, c'est vraiment la variable d'ajustement des budgets des ménages. Et en gros, quand les prix alimentaires augmentent, du coup, c'est la merde pour les Français. Alors, ce qui est épatant dans le livre, c'est que vous dites, je tiens de sources sûres, c'est incroyable, que le ministère de l'économie redoute la hausse des prix, et notamment le prix des carburants. Vous dites, parce que cela affecterait en premier lieu les classes les plus modestes, et le ministère de l'économie craint que cela ne déclenche un mouvement de révolte. Un mouvement de révolte, vous l'avez anticipé, vous avez une boule de cristal à la maison? Il fallait pas être bien devin, même Alexis Corbière aurait pu le comprendre tout seul. Vous vous souvenez du 25 octobre 1995, la fracture sociale? Chirac est élu avec le soutien de la gauche. La fracture sociale, discours de Philippe Séguin. Et le 26 octobre 1995, 4 mois après, il explique « Je ne peux pas tenir ma promesse électorale, c'est nouveau. On est obligé de revenir à l'orthodoxie monétaire bruxelloise et l'économie continuera comme ça. » Et à l'époque déjà, c'est le moment où on dit aux gens « Consommez, consommez. Oui, mais le budget est toujours le même. Sur quoi est-ce qu'on peut prélever cette surconsommation pour pouvoir se l'offrir? Sur le budget alimentaire, dont on nous dit l'agro-industrie va faire des produits de plus en plus concentrés, de moins en moins chers, qui seront vendus dans le chariot, par la grande distribution, vous êtes réglés. Et donc le budget alimentaire est passé dans les années 70 de 22 à 25%, à 8 à 10%. Mais 25% à 8%, vous imaginez que s'il y a 20% de baisse, 15% de baisse, c'est une baisse qualitative. Et ce que je disais tout à l'heure, baisse de la qualité des aliments. On introduit de plus en plus de techniques et de chimie pour produire l'aliment de plus en plus vite et de moins en moins cher. Ça abîme l'environnement. Et surtout, à la fin de l'année, quand vous faites le bilan du cocktail chimique, des molécules, des toxines que vous avez ingurgitées, quand vous ne mangez que des plats chimiques préparés, eh ben, on a des maladies épouvantables. Mais il y en a un qui est content. C'est le lobby pharmaceutique. Qu'est-ce qu'il dit le lobby pharmaceutique à ses copains de la grande distribution et de l'agro-industrie? Chérie, ne touche à rien, je n'ai jamais vendu autant de médicaments. Ouais. Et en France, ça tombe bien. Autant aux États-Unis, votre cancer, vous le payez avec votre carte de crédit. En France, cette maladie engendrée par la malbouffe, avec le soutien du
Elle est remboursée par la sécurité sociale. C'est le contribuable qui paye. Donc la France est le pays idéal pour la malbouffe. C'est pour ça qu'on est le pays où c'est lumineux. on a le plus. Raquel, j'ai d'autres questions pour Perico. Alors, dans votre livre, vous parlez de cette guerre des prix entre les grands distributeurs qui a fait baisser le prix des produits de grande consommation. Est-ce que ça a vraiment donné plus de pouvoir d'achat aux Français ou est-ce que finalement tout est allé dans les poches des grands distributeurs? Alors, c'est paradoxal, ça a donné plus de pouvoir d'achat, mais quel est le réflexe du consommateur moyen quand il rentre dans une grande surface avec son chariot, il le remplit? Donc on a surtout engendré une consommation inutile. Aujourd'hui, nous savons que cette planète ne doit être prélevée que par rapport à nos besoins. Et en plus, il y a du gaspillage. On sait qu'à 7 milliards d'êtres humains, on fait des COP 21, 22, 23, 24. Un jour, on en fera sur des questions alimentaires. Prévoyons l'avenir. Nous vivons déjà à crédit des ressources naturelles de la planète. Et donc, la grande distribution, c'est la société de consommation telle qu'on l'a imaginée, la surconsommation, la surproduction. Tout ça pour satisfaire des normes néolibérales. J'ai rien contre le libéralisme en soi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous savez, on a titrisé les titres bancaires en 2008. On a une crise. Là, on est en train de financiariser l'alimentation, c'est-à-dire cet acte vital qu'on doit faire 3 fois par jour. Il y a des financiers qui ont dit, si on faisait du profit sur cette nécessité de se nourrir, et du profit financier en faisant baisser les prix, en faisant baisser la qualité, bien entendu, les grandes surfaces sont devenues des organismes bancaires. Au départ, ce que fait le père Leclerc dans les années 50, c'est une démarche socialiste. C'est faire en sorte que les gens qui n'avaient pas de grands moyens puissent accéder à des produits qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir. La grande distribution, c'était quelque chose de collectif. Contre le Sidunati, Gérard Nicot, on se souvient, les petits commerçants, voilà. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les petits commerçants qui défendent la bonne alimentation, préservent l'environnement, font travailler les artisans et les paysans. Et la grande distribution, qui est partie d'une démarche humaniste, est devenue ce grand monstre qui est en train de nous ruiner, qui est en train d'aliéner complètement et d'abêtir nos appétits. Parce qu'en plus, gustativement, le sucre, le gras, c'est quelque chose qui entame l'humanité. C'est c'est une nourriture qui ne rend pas intelligent. Et il faut revenir à une nourriture, et ça, je partage le combat d'Émeric Caron. Nous mangerons trop de viande, surtout moins de mauvaise viande. Donc nous allons, bien, avec Franz, avec William, nous allons réduire de moitié, voire plus que ça, notre consommation de viande. Mais nous ne consommerons que de la viande française, avec des bêtes élevées à l'air, nourries à la campagne, élevées correctement, abattues décemment, et nous ne mangerons que de la viande saine, qui nous nourrisse bien, qui fera travailler les paysans français, qui préservera l'environnement et qui nous rendra heureux de manger de la viande française. Bravo Perico, bravo. Tout ça est bien joli, mais ça a un prix. C'est le juste prix de la rémunération de l'agriculteur et aussi des différents maillons de la chaîne qui arrivent jusqu'au consommateur. Alors du coup, vous avez entendu comme moi les Gilets jaunes demander une hausse du SMIC de 200 €. Est-ce que pour vous, cette hausse du SMIC, c'est un préalable à la transformation de nos comportements vers la consommation de bons produits? Il est vrai que sur le plan sociétal, il faut repenser nos mœurs de consommation. Non seulement alimentaire, parce que c'est la première dépense, mais tout le reste. Il faut repenser différemment. Il faut manger juste, il faut repartir faire des courses, il faut acheter des aliments frais. Ils ne sont pas plus chers. Il faut juste avoir le temps d'aller les acheter, le temps de les préparer. Une omelette avec des champignons de Paris, une soupe aux poireaux, c'est infiniment moins cher que les saloperies qu'on ouvre dans des boîtes, qu'on réchauffe au micro-ondes, pour nous laisser un peu plus de temps de repartir devant la télévision, pour prendre des consignes commerciales, de façon à perpétuer ce système de... Perico! Raquel, dernière question sur Noël. Perico, président. Puisque vous venez de nous donner une idée de recette, je profite de votre présence parce que évidemment Noël arrive et qu'on soit gilets jaunes mobilisés ou simple soutien aux gilets jaunes ou simple citoyen, on se pose tous la question de savoir comment fêter la fin d'année avec des produits de qualité et pas simplement ces produits-là qu'on nous vend, saumon, frelaté, etc. J'ai fait dans Marianne et j'espère pouvoir continuer à le faire malgré la nouvelle direction, un menu à 20 € pour des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Ah ouais. Justement, un œuf dur avec des petits œufs de truite, des cailles au lieu d'acheter une dinde, ça coûte 3 ou 4 €. Et puis, au lieu d'acheter du foie gras dégueulasse en plastique ou du saumon fumé immonde que l'agro-industrie déverse dans la grande surface, vous allez chez le petit charcutier du coin, une terrine de grand-mère, une terrine de campagne maison. Il y a des gens qui ne l'ont jamais mangé. À 5-6 €, vous faites ça avec un coup de Beaujolais, un coup de Muscadet sans acheter du champagne. Ou un pétillant de France. Il y a des merveilleux pétillants en France, des Vouvray, des Montlouis, des Clairettes de Die, des Blanquettes de Limoux. Et on se fait un réveillon. On se fait un réveillon de gilets jaunes. On se met tous un gilet jaune. On les invite. On se fait un gueule à la santé de la République. Alors, Kacha, c'est à vous. La crise des gilets jaunes ne cesse de faire couler de l'encre, mais selon vous, on ne pose pas les bonnes questions. Gilets jaunes, le débat interdit, c'est votre une. Vous avez 1 minute, Natacha. Top chrono.
On était en train de parler du pouvoir d'achat, on était en train de parler de l'appauvrissement de la France. On aurait pu ajouter la disparition des services publics qui sont en recul, les infrastructures qui ne sont pas entretenues. C'est vrai dans toute l'Europe, il y a un manque d'investissement terrible. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on est là en train de monter ou de descendre des curseurs, un peu plus de taxes pour un tel, un peu moins pour un tel. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme tabou, un truc dont on ne veut pas parler. Un pays, pour décider de son économie souverainement, doit pouvoir gérer son budget, doit pouvoir gérer sa monnaie. Il doit pouvoir décider qu'il va faire de l'investissement, donc un peu de déficit. Il doit pouvoir faire une dévaluation compétitive. Il doit pouvoir décider qui il taxe et pourquoi, un peu de protection. Alors on pourrait le faire au niveau de l'Europe. C'était le but de l'Union européenne, faire la préférence communautaire. On construisait un marché et on se protégeait ensemble et on était plus forts ensemble. Au lieu de ça, on a ouvert à tout vent. On interdit de réguler, c'est-à-dire qu'on est en train de ruiner toutes les économies européennes et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous en sommes là. Oh là là, jamais alors. Bravo, vous avez fait 60 secondes. Bah, c'était le contrat. Si je peux me permettre, si Ouais. tu veux vraiment transgresser tous les tabous, tu aurais pu dire un tout petit mot sur un tabou dont personne n'ose parler, c'est l'immigration. Il y a un sondage qui vient de sortir, il y a 8 Français sur 10. C'est pas rien, 8 sur 10. Qui considèrent, ça doit pas être tous des fascistes ou des populistes. Mais je n'ai pas dit ça. Qui considèrent, non, pardon, qui considèrent que l'immigration illégale et massive est excessive. Non, mais ça fait partie. C'était pas ce dont on parlait. Bah oui, c'est quand même, c'était induit. C'est ça trouve à lui, en fait. Non, mais c'était induit, tu le sais très bien, tu me parles de bon. Mais ok. pardon, nous Tu parlons viens de de couper pouvoir d'achat et marge de CQFD, manœuvre c'est économique. la preuve qu'on ne peut pas en parler parce que quand on veut parler de ce sujet, il y a des gens qui ramènent d'autres sujets. Eh ben oui, mais Moi, j'ai aimé la semaine Le dernière, sujet, c'est Thierry, ça. je vous ai regardé, et il a dit ce qu'il y a de bien avec les gilets jaunes, c'est que les musulmans ont un peu de vacances. J'avoue que... Oui, mais au moins, on parle de la question sociale. Ça fait des vacances aux musulmans. Oui, Mais tu vois, il y a toujours un Goldnadel qui remet le sujet sur le tapis. Sérieusement, Goldnadel plus 8 Français Non, sur mais 10. on est encore- Elle te parlait d'une chose très importante, je suis désolé. C'est le fait qu'aujourd'hui, si on pouvait dévaluer, on serait beaucoup plus fort. Et Laurent, tout ça, c'est du baratin. Non, mais là, ce Du discours. baratin. Oui, absolument. Parce que ce qu'a dit Natacha, au départ, je suis absolument d'accord. Ouais. Bon, simplement, elle a oublié un petit truc, parce que peut-être ça la gêne. C'est vrai que la France est record d'Europe de prélèvements obligatoires. pas du tout. 48,4%. Mais oui, mais je l'oublie pas, Record ça me gêne pas, on d'Europe pourrait de continuer la dépenses discussion. publiques, Et en effet. 57% Et alors pratiquement. Oui. Record d'Europe d'endettement. Et là, Natacha veut nous refaire de l'endettement, parce que si on creuse le déficit, eh ben, c'est de l'endettement. Mais Ce que nos enfants et nos Tout arrière-petits-enfants dépend de qui détient devront la dette. renoncer le jour venu. vrai. Et le côté, l'Europe, moi, Qui détient l'Europe la est un dette, peu c'est ça la indépendable. question. Non, attends, Natacha, La je dette, c'est termine. les banques qui la détiennent, ce Voilà. n'est plus les Non, non, États. non, mais attends. Alors Mais que ça bien pourrait- sûr, ça Franck, pourrait être arrête une ton- arrêter arrête ça. ton C'est discours la dette. ultra-libéral qui n'est plus d'actualité. C'est des débiles. C'est des démodés, t'es Mais non, mais démodé. c'est pas vrai, je l'en prie. Et voilà, il faut en finir avec la démagogie. Il y a tellement de démagogie en ce moment, c'est dingue. Monia, votre une. Vous avez 66 secondes, Mais tu n'as Monia. pas des 6 secondes de crédit. Si, Ou tu les as De vus, la toi semaine dernière, On a la marchandé. fini- J'aimerais voir les comptes. hein. C'est bien, attends, c'est bien quand même. Célim Fourniret, le fils unique du tueur en série Michel Fourniret, est sorti de son silence. Magnéto, Serge. J'ai appris qu'elle et lui s'étaient servis de moi comme un pas. Même si je n'en ai aucun souvenir, c'est pesant. Mais j'aimerais que Michel et Monique avouent tout ce qu'ils ont fait, qu'ils donnent au moins les noms, les emplacements, que les familles puissent faire leur deuil, qu'ils puissent avoir des réponses. Si les proches des victimes arrivent à leur pardonner, je pourrais le faire. Voilà. Votre une, c'est le fils de l'ogre. Oui, parce que c'est un livre qui vient de sortir. Vous avez 66 secondes. Parfait. Alors, on dit qu'on ne choisit pas ses parents ou on ne choisit pas sa famille, mais on choisit encore moins son nom de famille lorsqu'on va à l'école et qu'à l'appel, on doit répondre au nom de Fourniret. Et pourtant, c'était le cas de ce garçon, Célim Fourniret, qui est le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Donc, c'est le seul enfant de ce couple diabolique. Bébé, il a servi d'appât. Il servait d'appât pour que les autres victimes entrent dans la camionnette de ses parents. Il a servi aussi de prétexte à Michel Fourniret pour justifier un énième enlèvement. Michel Fourniret, par exemple, dira aux enquêteurs « J'ai fait ça parce que mon fils m'avait présenté un mauvais bulletin scolaire ce matin-là.
Donc, Selim Fourniret n'a pas hérité d'un patrimoine immobilier. Il a hérité d'un patrimoine génétique lourd, dont il a honte, dont il a peur. Alors, aujourd'hui, il a 30 ans. Il a changé de nom et quand on lui demande que font ses parents, il dit ils sont morts. Alors qu'on soit fils d'un ogre, fils de bourgeois ou fils d'apôtre, comme disait Brel, tous les enfants sont comme les vôtres. Ah, vous avez 4 secondes pour la semaine. Vous notez. Tu t'en rappelles? En janvier, tu notes. Je vais noter tu notes, chérie. 4 secondes. Alors c'est à vous, mon cher ami. Eh oui. Vous avez 64 secondes pour vendre votre une. Alors l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature comparée pour injure publique dans l'affaire du mur des cons. Et Gilles William, vous êtes l'un des avocats des politiques qui portent plainte. Et votre une, c'est Mur des cons, le temps des lamentations. Il y a beaucoup d'humour là-dedans. C'est vrai, mais c'est vrai que Mme Martre était un peu à la peine cette semaine pour expliquer pour quelle étrange raison les membres de son syndicat de la magistrature ont cloué au pilori sur ce qu'ils appellent eux-mêmes le mur des cons, les noms de leurs opposants politiques, de Sarkozy le honni à Philippe de Villiers le détesté, sans parler des parents d'enfants assassinés. Ouais. Moi, ça ne m'étonne pas parce que ce syndicat de la magistrature extrêmement à gauche a eu comme discours historique d'expliquer qu'il fallait être partiaux, qu'il fallait être pour les employés contre les patrons, pour les voleurs contre les volés. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas objectif, mais avouez que quand vous avez un Pékin qui pense qu'il n'a pas le bon profil et qui passe devant ce genre de juge, je pense qu'ils sont en droit de se faire un peu de mourant. Alors, Alexis, le mur des cons. Mais c'est quand même incroyable que des magistrats épinglent sur un mur Golnadel est un con, machin, d'accord, machin. Moi, j'espère que la justice soit toujours impartiale. Mais moi, je voudrais défendre un principe, qui est, moi, y compris une conception de la laïcité, la distinction entre ce qui est le public et le privé. Quand dans un local privé, un local syndical, dans une arrière-salle, il y a des choses épinglées, ça n'est pas quelque chose de public. Et attention, derrière ça, je peux comprendre que les gens se sont sentis blessés. Mais si on commence à faire le tour de toutes les arrière-salles, de commissariats, de salles de garde dans un hôpital, parce qu'il y a ici ou là une tradition un peu paillarde dans tel hôpital et des trucs, on va devenir fou. Il est hors de question, évidemment, qu'on insulte publiquement quelqu'un et les magistrats ont et les parents doivent pas assassiner, hein. Mais ce dont on parle, si j'ai bien compris, c'est dans un local syndical où un jour quelqu'un s'est glissé. Non, Alexis. Ouvert aux journalistes. Tu as avec une caméra cachée. Non, parce que je ne te parle pas de celui-là. Ce local-là, à chaque fois que la présidente recevait des journalistes, ils avaient le droit au mur des cons. Il était publicisé, pour employer un mot juridique, de temps à autre. Alors mets-toi à la place des gens qui sont punisés là-dessus et qui savent ensuite qu'ils vont se taper ce genre de juge. Ça rime à quoi de dire dans un discours au syndicat « soyez partiaux ». C'est l'inversion totale des normes du magistrat. Et après, on se plaint. Et après, on se plaint que la justice soit discréditée. Bah oui, mais je vais dire quelque chose. Moi, sur 30 ans, j'ai vu la justice se discréditer. Golnadel, moi, je ne sais pas si ça a été publicisé. Peut-être que je dis des sottises. De ce que j'ai compris quand même, c'est un journaliste qui est rentré dans un local syndical avec une caméra cachée et qui a filmé un mur dans lequel il y avait un défouloir de blagues, sans doute, peut-être certaines de mauvais goût. J'attire seulement l'attention. Attention aujourd'hui à cette tyrannie. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui est... J'indiquais notamment quand dans un hôpital, il y a peut-être des dessins un peu paillards avec je ne sais trop quel truc, qui font partie de la tradition un peu carabin. On peut aussi demain avoir un débat consistant à dire... Non mais j'invite à ça. Je comprends bien que vous avez envie de vous taper le syndicat de la magistrature, mais là j'ai peur que le débat prenne une mauvaise prise. On a surtout connu dans l'histoire une justice réactionnaire qui condamnait les pauvres au bail pour avoir mangé du pain, volé du pain. On a tous lu les aujourd'hui, on a une justice très politisée. On a des magistrats qui sont à gauche, qui sont à droite. Le syndicat de la magistrature, il est connu. Ils ont un pouvoir gigantesque. Ce sont des magistrats. Par rapport au ministre qui est un serviteur, le magistère, c'est celui qui a le droit de liberté. Autrefois, il avait le droit de vie et de mort dans la liberté. Ils sont tenus quand même à une attitude exemplaire, irréprochable, et on ne peut pas, justement, sur des caricatures de personnalités, qu'ils aient une opinion. Il y a des syndicats qui s'exprimaient. Voilà, je pense que dans l'exercice de leur fonction, ils doivent montrer l'exemple de la citoyenneté. Maintenant, mon cher Alexis Corbière, vous avez les 6 unes devant vous. Imaginez que vous soyez devant un kiosque à journaux. Quel journal choisiriez-vous
Alexis Corbière. Attention. Non mais sans préjuger de celui qui l'a présenté, non mais je vais choisir celle de Franz-Olivier Gisbert parce que nous déposons une motion de censure à l'Assemblée nationale, c'est notre carrefour à nous. Prochainement, je pense qu'Édouard Philippe doit partir, mais moi j'aurais mis comme une même, c'est la Ve République qui doit partir parce que derrière lui, c'est aussi le président Macron, mais dans la tonalité générale à l'heure actuelle, effectivement, on a un gouvernement qui doit être sanctionné pour sa une. Bravo, merci. Franz. Merci. Merci Alexis. La convergence des luttes. Merci. La convergence des luttes. Mais les autres unes étaient tout à fait intéressantes. Et voilà, Perico Légas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que du panier à l'assiette, votre livre d'entretien avec Serge Papin, ex-PDG de Système U, est disponible aux éditions Solar. Voilà, c'était les unes de la semaine. On se retrouve après la pub. Go down. Bonsoir et bien dimanche, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion ce soir dans Les Terriens du dimanche. Le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, est notre premier invité. Il sera face au député de la République En Marche, Bruno Bonnell. Les Français veulent-ils d'un homme fort au pouvoir? C'est la battle de la semaine. Puis j'accueillerai le Belge qui a toujours la frite, Philippe Gueluc, et aussi bien sûr les Terriens de Tanguy Pastureau. Comme chaque année, n'oubliez pas le sac à sapin d'handicap international, 5 € et vous faites une bonne action. Ce soir, face à Alexis Corbière, les 6 mercenaires, la Grande Rousse, avec une chemise noire, Natacha Polony. Che Guevarette, Raquel Garrido. Elle est à la mode et elle taille les costards, Monia Cachemire. Cataclac, tête de mule, mais surtout, tête bien faite, Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Golnadel. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, Pierre Licia. Et notre premier invité, c'est le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Je rappelle votre slogan, insoumis, sauf à Raquel. Et votre sampleur. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Alors, les Français veulent-ils d'un homme fort au pouvoir avec Bruno Bonnell? Bruno Bonnell, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes député La République En Marche de la 6e circonscription du Rhône. Bienvenue parmi nous. Avant de passer à la battle, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Face à l'insurrection qui monte, Macron ne parvient pas à rétablir l'ordre. Résultat, 40% des Français estiment qu'un régime autoritaire serait plus efficace que la démocratie pour redresser notre pays. Faut dire qu'en ce moment, les leaders autoritaires dominent le monde. Alors, pourquoi la France n'aurait pas, elle aussi, son homme fort? Pour l'instant, les gilets jaunes ne veulent pas de chef. Dès qu'un porte-parole émerge, il reçoit des menaces de mort.
Ce sont des personnes qui ne souhaitent pas de résolution du conflit. Le mouvement se voudrait démocratique, mais il a des réflexes autoritaires. D'ailleurs, certains réclament un homme fort à la tête du pays. Moi, je verrais bien un général De Villiers à la tête du gouvernement. Voilà. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un militaire gouverne la France. En 40, l'Assemblée a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Notre chef, avec sa coutumière simplicité, va parler au peuple de Paris. En 58, les députés ont rappelé De Gaulle au pouvoir. Vive la République! Si vraiment ça tourne mal, le général De Villiers prendra-t-il la place de celui qui l'a viré? Sinon, il y a Mélenchon qui est chaud pour la révolution. Nous sommes à l'ère du peuple et ce qui est en place là, ça s'appelle une révolution citoyenne. Entre son admiration pour Robespierre qui envoyait ses ennemis à la guillotine et son enthousiasme pour le Venezuela où l'armée tire sur les manifestants, pas de doute, il a le profil de l'homme fort. Mais n'oublions pas que l'homme fort pourrait aussi être une femme. En mars 2017, Marine Le Pen était fière d'être reçue par Poutine. Si elle approuve le sort que Vladimir réserve à ses opposants, ça prouve bien qu'elle a de la poigne. Sinon, qui d'autre? Giscard est trop vieux, Hollande est une guimauve et Sarkozy attend qu'on l'appelle. Mais qui a gardé son numéro? Si on veut être réaliste, il reste l'exemple de Salvini. Une alliance populiste, c'est du jamais vu. La Ligue, l'équivalent du Front National en France, et le mouvement 5 étoiles. Mais est-ce bien réaliste d'imaginer une alliance entre Le Pen et Mélenchon? Et voilà, c'était l'édito de Biaco, mise en image de Julien Grappe. Alors, les Français veulent-ils d'un homme fort au pouvoir? Et si oui, qui? On commence avec vous. Je crois qu'ils veulent surtout un homme de circonstance. C'est ce qu'ils ont élu. Le monde change, ils ont élu un homme nouveau. Et les circonstances ont un peu changé quand même. Et j'allais le dire, je vous m'avez juste interrompu, les circonstances changent et je pense qu'il doit montrer effectivement qu'il continue à être l'homme de ses circonstances. L'homme providentiel, ça veut dire un homme qui vient de Dieu. On n'a pas, je crois que la République ne croit pas en Dieu depuis trop longtemps. Est-ce que vous voyez un Macron 2 qui serait autoritaire? Moi, je crois qu'il a cette capacité absolument incroyable de pouvoir transformer, s'adapter, d'écouter et surtout de se remettre en question. Ce qui n'est pas donné à tous les hommes politiques. Moi, ça fait 18 mois que je fais de la politique. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens, on en a vu un ce soir que Alexis connaît très bien, qui a du mal à s'adapter au monde moderne. Alors Alexis, est-ce que les Français veulent un homme fort au pouvoir? Non, les Français, ils veulent retrouver le pouvoir. C'est tout. Ils veulent effectivement que leur souveraineté, on en parlait tout à l'heure, soit respectée. Et actuellement, on a un pouvoir qui est faible, dans le sens qui est faible face à la finance, qu'on pointait tout à l'heure, qui ne défend pas la volonté du peuple. Concrètement, on a des institutions, et c'est pour ça que je les pointe, parce qu'elles sont au cœur du débat, qui permettent qu'un homme qui fait 18,6% des voix au premier tour, c'est Emmanuel Macron, c'est le nombre d'électeurs inscrits qui rassemble, 24% d'exprimés, peut, en raison des institutions, parce qu'il se retrouve au second tour face à Mme Le Pen qui est rejetée, ensuite il accède au pouvoir, et il a un système qui lui permet de gouverner finalement contre le peuple. Moi je crois que ce que portent les Gilets jaunes, certains, mais quand même qui revient fort, c'est au contraire que le citoyen redevienne acteur. Comment, aujourd'hui, le citoyen reste acteur entre deux élections? Moi, j'ai mis sur la table bien l'idée du droit de révoquer les élus, pourquoi pas encore de mandat. Le fait qu'on prenne en compte, y compris le vote blanc, par exemple, qu'on ne banalise pas cette abstention de masse. Par exemple, plus de 55% des Français ne sont pas venus à l'occasion des élections législatives. Et on se retrouve avec une Assemblée nationale, alors que 75% de la population soutient les Gilets jaunes, 75% de l'Assemblée nationale est contre les Gilets jaunes. Donc on a un problème de représentativité et de légitimité. Mais est-ce que vous ne croyez pas que chaque révolution accouche d'un homme fort? Mais moi, je souhaite une révolution citoyenne. Le mot en plus... Les révolutions, citoyennes ou pas, ont toujours accouché d'un homme fort. Non, ça a commencé avec Napoléon Bonaparte et ça a continué avec Lénine et Staline. Thierry Ardisson, il faudra qu'il y ait un pouvoir qui soit légitime, c'est-à-dire accepté. Je répète, il y a un problème, il y a de plus en plus un refus du consentement à l'autorité. Je pense que les Français sont prêts, même à un moment donné, à dire on ne va pas régler tous les problèmes immédiatement, on va commencer par une question, puis après une autre, etc. Mais celui qui mènera cette politique, il faut qu'il ait derrière lui le peuple. Aujourd'hui, ça s'appelle 5e République, parce qu'avant, il y en a eu 4. Pourquoi on ne peut pas imaginer qu'on ait un débat tranquille, démocratique, pacifique, pour dire comment on passe à d'autres institutions? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui... Ça n'a pas été le choix il y a 18 mois. Pardon? Parce que ça n'a pas été le choix. Je crois que vous avez une mauvaise lecture sur ce qui s'est passé il y a 18 mois. Ah oui, c'est sûr. Alors on va refaire le match combien de fois? Non, mais... Vous arrêtez pas. Mais ils n'ont jamais accepté d'avoir perdu. Ça c'est clair. Non, mais attendez. On refait le match dans la rue, on refait le match dans les meetings. Mais c'est l'élément du blocage. On se déguise pour dire attention. On se déguise de quoi? Je me déguise pas, moi. Non, mais je veux dire, d'une façon générale. Alors pourquoi le pays est bloqué? Mais non, c'est deux problèmes qui n'ont rien à voir. Ah, rien à voir. Il y a 40 ans,
où on a rafistolé la France. Nous, on veut la guérir. C'est vrai que ça surprend. Parce que quand on veut guérir au lieu de rafistoler, eh ben, on ne met pas comme ça des petites mesures à droite. Aussi de toutes les formes de choc. Alors, Mélenchon veut refaire le match, on veut guérir la France, pour assouplir le code du travail, il faut de la flexibilité. Moi, je vais vous donner une métaphore très bien. Quand on répare une maison de fond en comble, eh ben, ça prend du temps. Et effectivement, là où on a eu tort, on n'a pas envoyé les ouvriers assez tôt, on est encore dans l'architecture, on est encore dans les fondations. Mais ça n'empêche pas que la vision est juste, et c'est ça que les Français ont choisi. Ce n'est pas un homme providentiel, c'est un homme de circonstance. Moi, je veux pas d'un homme providentiel. Arrêtez d'avoir la référence à l'histoire d'avant, et Napoléon et machin. On est dans l'histoire moderne, le 21e siècle. Bruno Bonnell, je vous le dis, cette élection présidentielle a exprimé ce que nous savons sous les yeux, un profond dégagisme, d'accord, des forces politiques. Vous-même, avant vous avez dit vous étiez chef d'entreprise. Emmanuel Macron a fondé un parti qui n'existait pas, a pris le pouvoir lui-même, il a qualifié ça comme étant une espèce d'hold-up démocratique. Il a été élu aussi avec l'impression, ça a été aidé par toute une série de forces, on ne va pas y revenir, qu'il allait tout changer. Et en fait, il continue les mêmes choses qu'auparavant. Mais pas du tout. Bon, c'est mon opinion. Je vous livre mon opinion. Et cette faible base sociale que j'exprimais tout à l'heure, mais y compris même, je ne dis pas que nous on a fait plus, mais celui qui a été porté au pouvoir, qui concentre énormément de pouvoir, que vous le vouliez ou non, n'a fait que 18. Eh bien, c'est un problème. Je suis en train de vous le dire. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. La solution pacifique. Vous voulez passer à la 6e, on roule toujours en 5e et on s'en sort pas. Et qu'est-ce qu'il demande le peuple? Le peuple, il porte des tas de choses. Il dit qu'il faut arrêter avec le Sénat. Il demande des référendums révocatoires. Le peuple, il veut contrôler. Il veut retrouver le pouvoir citoyen. Vous n'avez pas, comme dirait l'autre, le monopole du peuple. Il y a un peuple ailleurs. Mais est-ce que vous touchez 10 € chaque fois que vous sortez une formule que j'entends depuis 1000 fois? Mélenchon doit faire le match, on n'est pas le monopole du peuple. Non mais franchement, attendez, vous arrondissez vos fins de mois avec des punchlines. Si on joue au match c'est bon, on peut discuter, vous allez chaque fois me resservir le même truc. Si on joue au match des formules, je pense qu'à la fin de la journée, on aura un très bon match. Non mais bon, je vous dis. Les Français veulent-ils un homme fort? Avant de voir les différentes hypothèses, Natacha Polony, Franz-Olivier Gisbert. Natacha. Le nom du général de Villiers qui est sorti est assez amusant parce que si on lit le dernier livre du général de Villiers, là, qui est sorti il y a quelques semaines, il y a quelques jours, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chef ?», eh bien, il explique justement qu'un chef, ce n'est pas quelqu'un qui impose son autorité, mais que ça doit venir d'une adhésion et qu'il y a en fait un effet d'entraînement de la part de quelqu'un qui est légitime, mais qui acquiert cette adhésion par la confiance qu'il va susciter. C'est là qu'il n'y a pas tout à fait la même conception avec, vous savez, un président qui se sent obligé de dire « je suis votre chef » quand il sent que ça ne va pas. Vous voyez, c'est pas le même type d'autorité. Il est bien ce général de Villiers, finalement. Je veux dire, son livre est intéressant. Il n'est pas si mal, le général de Villiers. Son livre est intéressant sur la question. Qu'est-ce que tu as contre lui, contre le général de Villiers? Mais qu'est-ce que tu as contre le général de Villiers? C'est simplement que je pense que cette idée que les Français voudraient un homme fort me semble assez aberrante. Nous sommes dans une crise, nous sommes dans une crise démocratique et notamment dans une crise de la démocratie représentative. Et du coup, vous avez de plus en plus de gens qui doutent et qui se disent mais après tout, si on veut que ça marche, il faut un effet d'entraînement, bien sûr. Mais c'est parce qu'on ne propose pas d'autres options. C'est parce qu'on ne va pas chercher, par exemple, quand on regarde le programme des Gilets jaunes, quand on regarde dans ce qu'ils proposent, il y a le référendum d'initiative populaire, il y a différentes options qui permettraient peut-être, on peut même en explorer d'autres, le tirage au sort, une part de tirage au sort dans les élections législatives pour qu'une part de l'Assemblée nationale soit véritablement sociologiquement représentative. Aujourd'hui, ce sont des CSP+++. En revanche, vous n'avez pas un ouvrier, vous n'avez pas un paysan. C'est-à-dire qu'il y a toute une part vous en présenter. de la France je vous invite. Qui a disparu. Il y en a un à l'Assemblée. Et donc, ils ne sont pas représentés. Et c'est cela que nous vivons, entre autres. L'impression de la part de Français qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Allez les écouter, ils le disent. Projetez-vous dans l'avenir. Dans un premier temps, il y a des revendications des Gilets jaunes, on les a écoutées, on les comprend d'ailleurs très souvent. Ensuite, va arriver le désir d'avoir un mec pour ramasser tout ça et de faire avancer le pays. La question que je vous pose, c'est 1, les Français ont-ils envie d'un homme fort? 2, qui pourrait être cet homme fort ou cette femme forte? Franz. Alors moi, je pense que ça peut venir. Parce que la situation est là. L'histoire quand vous lisez, par exemple, un livre absolument extraordinaire d'histoire qui est Les origines de la France contemporaine d'Hippolyte Taine, c'est absolument génial, notamment l'histoire de la Révolution. Il y a des longues pages comme ça sur les sans-culottes qui arrivent, qui font peur à tout le monde, qui cassent tout, qui sont souvent avinés, etc. Ça rappelle un petit peu parfois ce qui se passe aujourd'hui, pas toujours, mais parfois. Et donc, on a cette évolution qui fait que, quand vous parlez avec les gens, vous voyez très bien qu'il y a une peur. Il y a une peur qui monte dans le pays. Et il y aura peut-être à un moment donné un retournement de l'opinion. Donc, d'où le besoin de chefs. Alors,
Pourquoi ça n'a pas marché avec Macron? Ça peut peut-être marcher, mais il y a... Attendez. Non, mais attendez. On joue pas le match. Je pense qu'il est quand même en stage. Toujours, le stage n'est pas terminé. Il a beaucoup à apprendre. Et ça, c'est le problème, si vous voulez, du dégagisme. C'est-à-dire, on a mis quelqu'un, voilà, il n'était pas préparé, il est arrivé là-dedans, il ne sait pas comment faire. Je vais vous dire un truc. C'est une vraie révolution. Vous, Bruno Bonnell, c'est une vraie révolution. Un grand chef d'entreprise. Elle a déjà eu lieu. Attendez, Bruno Bonnell, vous qui êtes un grand chef d'entreprise, vous savez comment ça marche, une entreprise. On délègue. Ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron, c'est qu'il ne délègue absolument rien. Quand on veut tout faire soi-même, on ne fait plus rien. Je crois que ça, c'est un des grands problèmes. Et deuxièmement, vous avez aussi une certaine arrogance. Quand vous réformez, moi j'ai assisté, j'étais aux États-Unis à l'époque, je voyais Reagan, il faisait des lois antisociales, mais c'était incroyable. C'était à la sulfateuse qu'il avançait. Eh ben, il se faisait engueuler tout le temps. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait pas traverser la rue pour trouver du boulot. Il penchait la tête dans une position d'humilité, il écoutait, il en prenait plein la gueule, il était modeste et humble. Et donc je pense qu'un chef, c'est aussi quelqu'un, voilà, qui délègue, qui est modeste et humble. Et ça, c'est ce que Macron devra apprendre à faire. Raquel. Thierry, je pense que tu fais une erreur fondamentale d'analyse parce que la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. La France aujourd'hui, elle est éduquée. Entre-temps, il y a eu l'éducation de masse, pas seulement au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, mais même au niveau de l'enseignement supérieur. Entre-temps, il y a eu Internet qui a permis d'accéder en temps réel à des informations qui permettent de juger en temps réel les politiques publiques. Donc, ce que nous demandons, nous, les citoyens, c'est pas un autre... Aussi, les citoyens. Oui, mais moi, je parle de moi. Oui. Toi, dis pas nous. Toi, moi, la citoyenne. Dis pas nous. Alors, je suis citoyenne et en tant que citoyenne, moi, ce que je demande, c'est pas un autre monarque. J'ai pas besoin d'un monarque différent de celui-ci. La question n'est pas ce que tu demandes. La question, c'est qu'à chaque sortie de révolution, il y a eu un homme fort. Non, peu importe ce que tu en penses. Thierry, oui, mais regarde ce qui se passe là. Regarde, les gens veulent même pas que dans leur rond-point, il y ait un homme fort. Alors, il faut quand même savoir lire ce qui se passe. Il y a des chefs qui s'installent quand même. Attendez, mais vous avez bien vu que personne n'est poussé en avant avec ce rôle de chef. Parce qu'on est au début, Non, c'est aussi... Il y a le fonctionnaire en disponibilité, tu le vois sur tous les plateaux. 2600 € à mois par mois, depuis 10 ans. Cela vous arrange de penser que les Français, en permanence, rêvent d'être infantilisés par un nouveau papa. Mais il y a aussi un désir de s'émanciper, d'accord, de ne pas avoir justement cette figure tutélaire qui serait le monarque présidentiel. Non, mais toi, tu es monarchiste, donc évidemment, tu rêves de bons monarques. Mais attendez, la monarchie, arrête-toi avec la monarchie, parce que ça marche. En Angleterre, en Espagne, en Thaïlande, au Maroc, au Benelux, en Scandinavie, qui sont des pays qui marchent beaucoup mieux que la France. Les pays dictatoriaux aujourd'hui, ce sont les républiques. Regarde une carte du monde. Alors, en France, nous ne voulons pas un nouveau monarque présidentiel. Nous voulons que la souveraineté revienne entre les mains du peuple, c'est-à-dire un gouvernement du peuple. Peut-être que tu es contre et peut-être qu'il y a des... Les bolcheviks voulaient ça, ils ont eu Lénine. La révolution bolivarienne a accouché de Chavez et de Maduro. C'est utopique. Je suis une citoyenne de 2018 et moi je veux quoi? Je veux le droit de révoquer mes élus. Oui, je veux que c'est très bien. Je veux, oui, on est d'accord. C'est un rêve. Mais il est exprimé par de plus en plus de Français. On va vous laisser, nous on va sortir. On est content que tu sois là. Licia. Une chose. Aujourd'hui, on n'est pas dans une crise de régime. Exactement. On n'est pas dans une. Exactement. Soyons sérieux, on n'est pas dans une crise de régime. Les Français sont dans la rue, non pas parce que la Ve République ne leur convient pas, ils sont dans la rue parce qu'on les a asphyxiés de taxes et c'est comme ça depuis des années. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est des élus qui sont à leur écoute. Là, aujourd'hui, le problème ne vient pas des institutions, le problème vient du fait qu'on a un personnel politique qui a perdu le thermomètre du peuple. On a des gens, on a un président de la République qui est totalement amateur, qui n'a jamais reçu stagiaire comme dit France, qui n'a jamais reçu dans une permanence électorale un type qui vient parce qu'il n'arrive pas à boucler ses fins de mois avec sa fiche de paye. On a des députés qui ont été recrutés, excusez-moi, sur casting sur Internet 2 mois avant les législatives, après qui n'ont jamais fait de politique. Et donc c'est des gens qui sont là, qui se retrouvent là à faire des lois, à donner des leçons de morale à tout le monde et qui finalement ne savent plus ce que pense le peuple et n'écoutent plus le peuple. Il ne s'agit pas de régime, il ne s'agit pas d'institution, il s'agit de personnel politique. Attends, un mot, Alexis Corbière. Après, oui, t'inquiète. Alexis. Ce que je voulais rappeler, c'est
vu qu'on a fait beaucoup de références historiques, c'est la dynamique des événements. On célèbre souvent le 14 juillet 1789 ou 14 juillet 1790 pour la fête de la Fédération, mais la Révolution française, elle commence quelques semaines auparavant, notamment par le peuple de Paris qui se mobilise contre ce qu'on appelait le mur des fermiers généraux, parce qu'il y avait un impôt injuste. Et à partir de la question des taxes, à partir de là va se créer une dynamique politique qui va poser la question du pouvoir, dans un premier temps, d'une monarchie plutôt constitutionnelle, et puis après, dans la dynamique des événements, qui va poser la question... Ça fait 20 fois que vous nous faites le coup d'emballement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire de France nous montre que les événements ont leur dynamique. Oui, c'est parti sur une question de taxes, mais progressivement, les gens ont vu qu'il y avait un gouvernement, un pouvoir qui ne les écoute pas, et les gens sont en train de se dire, mais comment je fais pour que moi, le citoyen, je reste acteur? Il faut renouer ce lien entre le peuple et les institutions. Et c'est au cœur du débat. Golnadel, vous ne vous êtes pas exprimé, Gilles William. Mais la démocratie a besoin d'un homme fort. Pourquoi je suis vraiment déchiré, moi? Mais vraiment déchiré dans mon milieu. Parce que d'une part, je suis l'un des premiers opposants de ce président Macron, que je le suis encore davantage après l'exercice de son pouvoir mondialiste et arrogant, mais il est mon président. Il a été élu par le suffrage universel, qui est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Et pardon, moi je suis très craintif de la violence. Pas de la violence du peuple. Moi, ce peuple des Gilets jaunes, je l'aime. Je l'aime. Comme tout le monde, bien sûr. Je l'aime en raison de son insécurité économique et culturelle. Vous savez pas, mais je n'aime pas la foule. Et le peuple n'est pas la foule. Et je crains la foule. Et la foule, vous savez que la foule, elle a toujours besoin d'un meneur. Et je me méfie des meneurs que se choisissent les foules lorsqu'elles sont violentes. Voilà pourquoi je suis déchiré dans mon milieu et qu'il ne faut pas parler de ça avec désinvolture. Et je vais aller plus loin encore de ma sincérité. Il a commis beaucoup de maladresses, ce petit président. Mais ça serait injuste qu'il se retrouve en slip. Voilà, c'est ce que je pense. Est-ce que Marine Le Pen peut être la femme de la situation? Alexis. Mais moi, je vais dire les choses avec gravité. La dynamique des événements peut amener à ce que ça tourne bien, c'est-à-dire avec ce que je souhaite moi, c'est-à-dire que dans la délibération, on arrive à forger un système démocratique, j'ai confiance dans le peuple, mais si tout le monde s'arc-boute, ça peut aussi peut-être finir sur une solution. Vous connaissez mes désaccords avec Marine Le Pen, qu'évidemment je ne souhaite pas. Donc on en est là aujourd'hui. Comment on arrive à faire, déjà en respectant le peuple, en l'écoutant, et à voir qu'à travers tout ce qui est posé... Et si le peuple vote pour Marine Le Pen? D'accord. Marine Le Pen. Mais je serais un opposant à ce régime. Bien entendu. Partirait à Guernesey. J'adore ce que dit ce soir Alexis. Oui. Comme quoi, j'adore. Je le dis franchement. Dieu sait que je suis un opposant. Pourquoi? Parce que je te trouve démocrate. Parce que je ne trouve pas que tu sois dans la surenchère, parce que je te trouve responsable, parce que je sais... J'ai peut-être dit une bêtise. Non, mais pardon si c'est le baiser qui tue. Excuse-moi. Pardon si c'est le baiser qui tue, mais je vais te vider même mon cœur. Parmi les insoumis, tu ne fais pas partie des gens que je considère comme détestant le peuple français et ce pays. Par conséquent, je te le dis, peut-être que ça te gêne, mais je trouve que tu as un discours extrêmement responsable. Il va avoir du mal à rentrer chez lui. Je voulais terminer sur un truc, c'est que moi j'en ai parlé avec M. Chalençon, le gilet jaune qui avait dit ça. Premièrement, lui-même, il considère avoir dit une connerie. C'est la vie, il faudrait un gouvernement, il a dit un peu d'unité nationale. Et bon, mais donc, pourquoi c'est une connerie? Non, mais de son point de vue, il m'a dit finalement, il disait pourquoi pas de Villiers à la tête de la police, etc. Il avait dit Ruffin aussi. Oui, voilà, bon. Ce que je veux dire, moi après je lance un conseil à tout le monde. Ne faites pas confiance à des gens dont vous ne connaissez pas le programme. Moi je le connais, le général de Villiers, je suis député, je siège à la commission de défense et armée, et j'étais là lorsqu'il avait tenu des mots qui ont amené à ce que par la suite il soit sanctionné. C'est un homme tout à fait respectable, respecté par l'armée, et le président Macron a fait une énorme sottise, mais il est compétent pour diriger l'armée. Cet homme, je ne sais pas ce qu'il pense du SMIC, je ne sais pas ce qu'il pense de l'institution, je ne sais pas ce qu'il pense de l'écologie. Et je dis au peuple français, surtout ne vous donnez pas à un homme dont vous ne savez pas ce qu'il veut faire du pays. C'est très clair. Bruno. On a un président élu pour encore 3 ans et demi. C'est comme si on courait un marathon. Tu crois qu'il va faire les 3 ans et demi? Évidemment. La seule chose qu'ils ont obtenue pour l'instant, le retrait de cette taxe, c'est grâce à leur mobilisation. Votre histoire, c'est une manœuvre de... Vous dites aux gens, rentrez chez vous, on va discuter. Il n'y a pas de manœuvre avec des gens qui sont dans les difficultés. Pourquoi vous n'augmentez pas le SMIC maintenant? Pourquoi vous ne revenez pas sur l'ISF? Bruno Bonnel, vous êtes un honnête homme. Expliquez-moi, parce que moi, je n'ai pas compris. Sans doute par sottise. Pourquoi l'urgence, c'était de supprimer l'ISF et de rendre aux 100 contribuables les plus riches du pays 1,5 million d'euros? Pourquoi vous avez baissé les APL qui concernent les 6,2 millions de Français?
Français les plus modestes. Non, mais où ça, on refait urgent. le match de l'Assemblée nationale. Non, on fait pas le match, on parle politique. Mais oui, mais bon, où on parle politique. En quoi c'était utile de faire ça rapidement? Pourquoi c'était utile de faire ça rapidement? Parce que c'est la dynamique entrepreneuriale pour la croissance qu'on voulait mettre en place, pour de l'emploi. Il n'y a jamais eu autant d'emplois industriels, jamais eu autant depuis 16 ans d'emplois industriels créés en France. Plus 45%, 2 milliards d'euros d'investissement dans les PME, les TI. Parlez-en aux patrons, je viens de faire un tour de France de 25 villes où j'ai rencontré des entrepreneurs qui me disent on cherche, on a du boulot, il faut former des gens. Il y a le mouvement qui est en route. Alors, qu'il y ait un peuple qui souffre, on est tous d'accord. Qu'il faille travailler avec eux, on est tous d'accord. Laissez-moi terminer. Le chômage, c'est un différentiel. Ouais. C'est la différence entre les emplois créés et les emplois qui disparaissent. Ouais. À un changement de monde, il y a un croisement. Nous sommes à ce changement de monde. Ça fait 20 ans qu'on répète ça. Ah ben peut-être, mais ça fait pas longtemps. Attends, on conclut avec Gisbert. C'est très juste ce que vous avez dit, c'est-à-dire ça tombe très mal. C'est un moment où l'économie, justement, était un peu en train de repartir, les choses allaient mieux. Oui. Le seul problème, c'est que pour gérer une crise, Macron est juste nul. C'est-à-dire, il a toujours 3 semaines de retard. Je ne sais pas si c'est comme ça au rendez-vous, s'il arrive avec 3 semaines de retard au Conseil des ministres, mais il est toujours en retard. Donc, non, c'est pas juste un beau mot. Si ça continue les manifs, vous savez très bien, on va arriver vers une désorganisation totale du pays. Il y a quelque chose de pire qu'un mauvais pouvoir. Vous savez quoi? C'est la suppression de ce pouvoir. Et là, c'est peut-être ce qu'on va voir. Et donc, à ce moment-là, ça revient toujours à, un côté extrêmement irrationnel à un moment donné. Effectivement, l'homme fort, là, il n'y en a pas beaucoup en magasin. Ça peut être effectivement Marine Le Pen. Pour éviter ça, il y a une solution. On voit très bien, à travers l'affaire des Gilets jaunes, il y a beaucoup de Français qui sont en souffrance et qui en ont marre et tellement ras-le-bol. Il faut s'intéresser à eux, trouver des vraies solutions et pas quelques mesurettes. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on fait toute la journée? Non, mais il faut tout refaire. Il faut refaire la Maison France. Des listes. À côté de ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Où les gens sont pressurés d'impôts et il n'y a pas d'argent. Il y a d'autres populations. Pardon de le dire encore, il n'y a pas qu'un monopole de peuple, il y a des populations qui s'agrègent. J'ai été dans le TGV pour venir voir. Il y a une personne qui vient de conditions probablement modestes, qui vient me voir, il me reconnaît, il me dit « Monsieur le député, vous savez pourquoi je suis dans le TGV et que je monte à Paris ?» Bien évidemment, à quoi je pense? C'est un gilet jaune de plus et j'essaie de lui dire « N'y allez pas, parce que ça peut être dangereux. » Eh bien, il me répond « Non, pas du tout. Je vais aller poser une fleur à l'Arc de Triomphe parce qu'on ne touche pas à la République en France. » Ce peuple, il existe aussi et il nous soutient. Et d'ailleurs, il peut devenir de plus en plus puissant à un moment donné parce que vous pouvez avoir un retournement de l'opinion. C'est pas De Gaulle. Macron, c'est pas De Gaulle. Non, mais je suis d'accord, c'est pas De Gaulle. Tu veux dire un truc? Oui, sur Marine Le Pen. Juste pour revenir sur Marine Le Pen, il y a 30 ans, on disait du Front National, bonne question, mauvaise réponse. Et les bonnes questions, parce qu'en fait, elle pose tout simplement les questions que se posent... C'est la première qui a parlé des oubliés, des invisibles. Bah voilà, parler de la France oubliée. D'ailleurs, Mélenchon aussi parle de cette France périphérique. Et par exemple, Trump, qui quand même fait partie de ces élites new-yorkaises, lui a choisi comme programme... Stratégie marketing. Voilà, stratégie marketing, c'est de juste suivre ses préoccupations et ses questions du peuple. Donc finalement, le prochain qui arrivera, ça sera celui qui va juste noter ce cahier des doléances des Gilets jaunes et il gagnera les élections, il aura un parti et il aura un programme qui sera ce cahier des doléances. Et voilà, c'était la battle, mesdames, messieurs. Et voilà, donc c'était la battle. Maintenant, ils ont choisi le foulard rouge pour contrer les gilets jaunes. Qui sont-ils vraiment? Pour le savoir, Pierre Licia est allé mouiller sa chemise. Magnéto, Serge. On est arrivé à Bordeaux, maintenant on va retrouver Kamal, c'est l'un des initiateurs du mouvement des foulards rouges, ici en Gironde. Bonjour Kamal, merci de m'accueillir. Bonjour Pierre, merci d'être venu. Kamal, on voit beaucoup de foulards rouges dans la presse, sur les réseaux sociaux. Par contre, on a eu beaucoup de difficultés pour trouver des foulards rouges qui accepteraient de témoigner. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de trouver des foulards rouges? Ce mouvement des foulards rouges est tout nouveau. Et le deuxième point, c'est la peur. Vous avez reçu des messages de menaces? Personnellement, non, mais il y a plein de menaces de mort. C'est vraiment très violent. Les riches se battent pour que le bas peuple ait encore moins de ressources à gerber, avec un doigt d'honneur. On va lui mettre dans le cul son foulard rouge. Ouais, on sent que c'est tendu quand même. Hein. Je vous propose de rejoindre 5 personnes que j'ai réussi à réunir aujourd'hui. Les foulards rouges? Les foulards rouges.
Vous, au quotidien, l'action des Gilets jaunes, ça vous impacte directement? Sur ces 2 dernières semaines, on a une perte sèche de 25 000 €. Nous, les PME, on nous tue. Il faut arrêter ces blocages. Les gens qui sont aujourd'hui sur un rond-point vont se retrouver demain, janvier, février, au chômage technique. Beaucoup de vos détracteurs disent les foulards rouges, en réalité, ils représentent très peu de monde. Ils sont simplement présents sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas sur le terrain, ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Je ne porte même pas le foulard rouge parce que j'ai peur dans la rue d'être agressé. Ben, si t'as pas ton gilet jaune, on t'insulte, on te tape sur la voiture, on te demande de klaxonner. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas à cause de ça. Notre volonté, c'est de faire respecter l'état de droit. Donc c'est pas à nous, par des manifestations, d'organiser un état de droit. On ne va pas créer une milice privée. On ne peut plus continuer comme ça, parce que là, c'est une guerre civile qui se prépare. Et voilà, Pierre, alors, bravo. Je crois que c'est le premier reportage à la télévision française sur les foulards rouges. Bravo. Bruno Bonnel était aux anges pendant votre sujet. Regardez, il est quand même... Alors, tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. On commence à en parler beaucoup des foulards rouges, mais en réalité, ils sont très discrets. Vous l'avez compris, c'est pas du genre à aller sur un rond-point pour dégager, les gilets jaunes, effectivement. Sur les réseaux sociaux, les pages des foulards rouges rassemblent une dizaine, une centaine de personnes, contrairement à celles des gilets jaunes qui sont... Leur leader, c'est Renaud beaucoup ou pas plus... Contrairement à celles des gilets jaunes qui sont beaucoup plus importantes. Alors, qui sont ces personnes-là? Alors, il y a des gens qui sont sympathisants d'Emmanuel Macron, mais ils se défendent d'en être. Il y a des gens qui sont simplement, voilà, j'allais dire, de simples citoyens, des retraités, des smicards, des gens qui sont RSA, des gens qui sont patrons de PME, comme on l'a vu ici, des employés, des indépendants. Bref, c'est des gens qui, pour beaucoup, s'opposent aussi à la politique fiscale du gouvernement. C'est des gens qui sont contre l'augmentation des taxes, mais qui sont aussi contre la méthode des Gilets jaunes, contre la violence, contre les blocages. Donc leur seule bannière, c'est celle-ci. Ce qui me fait peur, c'est que cette France s'exprime différemment. Elle s'exprime différemment. Vous avez vu ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. Il y a une violence latente et il ne faudrait pas commencer à avoir les rouges contre les jaunes. Ça, c'est Koh-Lanta, ça. Non, mais d'abord, effectivement, j'aimerais en rire, mais il y a un moment donné, il faut faire attention. Et je m'inscris en faux, ce ne sont pas des gens qui sont politisés, ni d'un bord ni de l'autre. C'est comme si moi je disais, tous les gilets jaunes sont FN ou LFI ou je sais pas. Je me permettrais, j'aimerais dire ça. En tout cas, ça n'a pas été dit par moi. Et ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas politiques. Il y a des gens qui étaient gilets jaunes, qui ont participé au mouvement de protestation contre l'augmentation des taxes sur les carburants, qui sont devenus foulards rouges pour la simple et bonne raison qu'ils ne cautionnaient plus, qu'ils ne se retrouvaient plus dans les dérives du mouvement. Alexis. Non, moi je pense qu'il faut se féliciter que la société se politise. C'est ça, les gens discutent. Après tout, si des gens foulards rouges veulent se réunir et discuter, c'est ça qu'il y a de bien. Un peuple mobilisé, ce qu'on disait tout à l'heure. Pas des gens... Vous savez, il y a une expression, c'est Machiavel qui dit la forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Et moi, je suis pour que les gens discutent, s'organisent, il n'y a pas de problème. Et la société, évidemment, se polarise. Puis après, il y a un clin d'œil de l'histoire qui est quand même incroyable, c'est que le rouge devient la couleur de ceux qui sont plutôt du côté, comment dirais-je, de l'ordre, et que le jaune, qui a longtemps été la couleur de ceux qui venaient casser les grèves, devient aujourd'hui une couleur de ceux qui sont... Monia, un mot. Je dis que c'est un nouveau monde. Monia. Moi, je croyais que la France était laïque, alors on n'a pas le droit de porter de foulard, mais le foulard rouge, ça passe crème. Et voilà. Et voilà. Alexis Corbière, Bruno Bonnel, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile pour vous en ce moment, j'imagine. Mais on est là pour montrer qu'on va continuer. Mais je vous vois avec beaucoup d'énergie, toujours le sourire. Vous êtes courageux. Merci Alexis. On s'occupe de Raquel. T'inquiète pas. Je vous la confie. On s'occupe de Raquel, il n'y a aucun problème. Merci, voilà. On se retrouve après la pub pour les terriens du dimanche avec le Belge qui a toujours la frite, Philippe Gueluc. À tout de suite. Rebonsoir, les terriens du dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Très attaché. Très attaché. Raquel Garrido.
Sonia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Franz-Olivier Gisbert. Gilles William Goldnadel. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Pierre Licia. Et moi je voulais une moustache. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Et voilà, chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo, vous direz ce que vous en pensez, si ça vous énerve, si ça vous dégoûte, si ça vous fait marrer. Première vidéo, direction le Brésil, Serge. I know what these niggas like and it ain't my charm. I ain't stupid, this 250 on my arm. I like money more than dick, nigga, that's a fact. You think pussy's everything? Well, let's have a chat. Ash out, pussy fat, point me to a rich nigga. A mulher não é bicho que precisa ser encurralada pra ser capturada. Big bitch, if you know your pussy worth a Benz truck. Rich sex. Don't let homie fuck unless it's bands up. Rich sex. Go to DR, get that fat transfer. Rich sex. It ain't such a thing as broken handsome. Rich sex. If you let that broke nigga fuck you. Voilà, donc une robe connectée contre les attouchements en boîte de nuit, ça vous énerve? Pas du tout, j'ai mis ce soir un pantalon. De la même manière, et ben, je peux vous dire, j'ai eu de très nombreux attouchements. Un homme n'est pas un animal à toucher, c'est tout. Enfin, et vous alors? Ça prouve que le mouvement MeToo est devenu du marketing, tout simplement. Voilà. Donc on vend n'importe quoi avec juste une éthique. Direction la Chine, Serge. Lu Guang was traveling in the region of Xinjiang earlier this month when she lost contact with him. 昼過ぎにいつも通り起きる一本吸ってニュースを見て出かけるいつも通り順調そうだったはずでも今では多分車のトランクぐるぐる巻きガムテープで奪われてる自由車が止まった時おそらく死の合図それまでにいろんなことを考える仲間や愛する人そして敵の意図 Ça vous horrifie? En fait, ce lanceur d'alerte a disparu, mais il y a aussi le patron d'Interpol qui a disparu. En Chine, on appelle ça des disparitions forcées. C'est une technique du régime pour réduire au silence ceux qui dérangent. Ce qu'on peut dire au sujet de la Chine, c'est que c'est vraiment le pays le plus incroyable du monde, quoi. C'est une dictature. C'est une cyber-dictature, parce que c'est vrai, tout le monde est surveillé, etc. Et le président, il a un contrôle sur tous les grands chefs d'entreprise, ce qui est absolument dingue. C'est que les gens n'ont pas de passeport. Donc ils sont obligés de demander les passeports pour sortir, ils les ont pas forcément d'ailleurs, et puis ils sont obligés de le rendre quand ils reviennent, vous voyez, donc une espèce de contrôle total, absolu. Bien. Et maintenant, mesdames, messieurs, direction le Venezuela, Raquel. Oh merde. Magnéto, merde, ça c'est vache, ça. C'est juste magnifique. Il n'y a rien à dire. Comme quoi, au Venezuela, il n'y a pas que des dictateurs qui s'empiffrent.
On a tort de critiquer. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Non, mais il y en a un autre qui est aussi incroyable, parce que le monde a besoin de magie. Ça, c'est les Gérard Majax 2.0. Magnifique. Celui qui est le plus célèbre, il s'appelle Zach King. Il est américain. Regardez comme c'est incroyable. Il se prend pour... Mais c'est où ça? Ah, c'est bien. Ça, c'est des vidéos de Zach King. Regarde, c'est génial. Et c'est des Gérard Majax de 2.0. C'est des Méliès 2.0. Absolument. C'est génial. Et hop, voilà, comme ça. Oh là là. En plus, avec une petite vision Enfin, artistique. les belles choses. Bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, direction l'Australie. Voilà une vache. Non, c'est pas un trucage, hein. C'est une vraie vache. C'est un croisement. Non, c'est ce qu'on appelle un effet bœuf. En tous les cas, ça fait de la viande, Natacha. Ah Vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui l'agriculture est le lieu d'expérimentation génétique, de bidouillage, qui sont le fait souvent, d'ailleurs en France par exemple, de l'INRA, c'est-à-dire d'un institut national de recherche agronomique, et qui sont là pour faire toujours plus de productivité. Donc on a bidouillé par exemple les huîtres pour qu'elles soient plus laiteuses pendant une partie de l'année, pendant l'été. Ah ouais. Moralité, elles sont beaucoup plus fragiles, elles crèvent toutes. On a des vignes qui sont totalement clonées, donc ça commence à poser un problème parce que c'est toute la même souche, il n'y a plus assez de diversité. Les vaches, on a produit des vaches qui soient hyper actives, hyper productives en lait, donc qui produisent un lait sans aucun intérêt, mais beaucoup plus abondant que d'autres. Et donc là, on produit des muscles. Là, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais enfin bon, si je veux être vraiment jusqu'au boutiste, je dirais il vaut mieux arrêter de manger des vaches. Ouais. Et si je veux être comme Perico Légas... Tu peux le refaire, là, parce que ça va pas. Et si je veux être... C'est pas Cupillard. C'est pas Michel Cupillard. C'était pas pour dire, il n'a pas le nom de tout le monde non plus. Bah oui, c'est vrai. Hein? Eric. Si je veux être Perico Légas, un homme de compromis, je dis qu'il faut mieux manger des vaches à la française qui sont élevées dans les prés. Et je pense en effet que c'est un honnête compromis. D'accord. Direction la France, Serge. Les gilets jaunes étaient tous là contre la hausse et le prix de notre carburant. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. Président Macron, cru en troufion, tu taxes trop d'impôts, c'est la révolution. Demain les gilets jaunes, faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Alors, le dernier clip qu'on a vu là est réalisé par Cobb Johnson. Il a déjà fait quand même 4 millions de vues. Et moi, je suggère qu'on fasse un clip avec ça. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Qu'est-ce que vous faites du pognon? Si quelqu'un pouvait le sampler et faire un tube avec Jacqueline Moreau, ça serait formidable. Alors Raquel, vous avez vu ça? Oui, j'adore. J'adore quand dans les événements populaires, sérieux, graves, en fait, il émerge de l'humour, de la culture, de la musique. Parce que c'est là qu'on voit vraiment que c'est populaire. Le premier à avoir écrit l'hymne des Gilets jaunes, c'est Alain Souchon avec Fuel Sentimental. Et maintenant, j'accueille notre deuxième invité. Il publie Le chat pète le feu et Gueluc pète les plombs aux éditions Casterman. C'est Philippe Gueluc. Une
descente d'escalier exceptionnelle. La plus belle qu'on ait eue depuis le début de l'émission. Ah, c'est une des plus belles descentes d'escalier. Vous avez 64 ans. Voilà, on vous félicite. On n'imaginait pas quand on écoutait cette chanson qu'on les aurait un jour. C'est vrai. Et puis il disait ouais, Losing My Hair, voilà c'est fait, enfin tout est fait. Voilà. Si vous avez raison, c'est vrai. Alors Philippe, vous publiez donc Le chat pète le feu. C'est un best-of des plus grands moments du chat. Ouais. Et puis il y a aussi, évidemment, Gueuluc pète les plombs. Ça c'est beaucoup plus transgressif, ça. Hein. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Je voulais terminer une trilogie initiée par Gueuluc se lâche, Gueuluc enfonce le clou et Gueuluc pète les plombs, chaque fois monté d'un cran. Ouais. Et je me rends compte qu'en ayant écrit ce livre l'année qui vient de s'écouler, l'avoir remis à mon éditeur au mois de juillet, finalement j'y ai abordé beaucoup de sujets dont il est question dans votre première partie et dans l'actualité plus générale. Et vous avez beaucoup aimé son livre, hein? Ah, mais je trouve ce livre absolument génial. J'ai toujours aimé Gueuluc, mais Gueuluc, c'est quelqu'un, c'est un humour très fin, très subtil, c'est une personne très cultivée. Et là, brusquement, oser une espèce de machin, d'un ovni, enfin, c'est du Charlie Hebdo ou du Harikiri de la grande époque en pire, quoi. C'est pipi caca, en même temps, il y a beaucoup toujours d'intelligence, de culture. Ah oui, ça reste. Non, ça mais reste. tout ça du pipi caca intelligent. Ah, oui. Voilà. Ah, oui. Ah non, mais c'est tout ce qui fait rire, quoi. Et évidemment, on voit Trump en train de chier sur la planète, on voit plein de trucs comme ça. Très surprenant, parce que là, il s'éclate. Hein. Natacha. Il y a un dessin que j'aime beaucoup. C'est celui qui reprend une séquence absolument lunaire qui a eu lieu cet été sur le plateau de Daniel Scheiderman. Puisque, en fait, vous décidez donc... une personne, pardon, madame, où sont les toilettes? Mais qu'est-ce qui vous permet de m'appeler madame, etc. C'est à mourir de rire. Sauf que quand on voit ce dessin, on se dit, mais finalement, ce qui est magique, c'est que le réel est en train de vous donner des moyens de déconner, parce que l'absurdité, elle existe. C'est-à-dire, en effet, le type qui, sur un plateau de télé, dit aux journalistes, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Bon, ils vous ont battu. Alors non, ils m'ont pas battu, parce qu'ils sont venus après le dessin. C'est ça qui est formidable, c'est que quand on invente un gag, quand on invente une fiction, c'est qu'ensuite la réalité vous rattrape ensuite. Le truc ridicule chez Schneiderman, c'est après ça? Mais absolument. C'est un dessin que j'ai fait il y a plus d'un an. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont appris le dessin pour le rejouer en direct à la télé. Et en fait, c'est ça qui est fort. Alors, l'histoire du curé évoquant Tchernobyl qui rêve à ses enfants nés avec 2 anus. Alors, peut-être que... Et puis... Peut-être qu'un jour, quelqu'un va m'y révéler que ça existait déjà, je ne sais pas. Et puis, il y a surtout des textes aussi, des textes coup de gueule, qui sont parfois un petit peu premier degré, lorsque je prends la défense des femmes et que je m'oppose fermement aux violences qui leur sont faites. Non, mais voilà. Mais je termine par un dessin qui a une pirouette et qui dit qu'il y a quand même du second degré, toujours dans mon travail. Natacha. Ce que vous représentez aussi et ce dont vous vous moquez, c'est tous ces gens qui balancent leur respect à la tête des autres, et en particulier des humoristes et des dessinateurs, en leur disant, au nom du respect, vous ne devez pas plaisanter sur moi. Là aussi, ça devient de plus en plus compliqué, votre boulot. Alors, quand on leur dit, vous ne devez pas, c'est doux. Quand on leur dit, vous ne pouvez pas, ça devient inaudible. Et c'est aussi pour dire et pour continuer à dessiner comme l'ont fait mes valeureux camarades tombés sous les balles imbéciles lors des attentats de Charlie, je dois honorer leur mémoire aussi en disant nous ne reculons pas, nous continuons à dessiner les choses insoutenables. Mais vous dites que vous continuez, et c'est vrai que vous continuez, et c'est vrai que vous allez très loin. Mais moi j'ai juste une question, est-ce qu'un jour, depuis, on est quasiment 4 ans après Charlie Hebdo, est-ce qu'il va y avoir de nouveau un jour un dessinateur qui osera représenter Mahomet, ou ça c'est terminé? Ils ont gagné, les terroristes, là-dessus? Je pense que sur ce sujet précis-là, oui, ils ont gagné, parce que celui qui voudrait représenter le prophète, le Mahomet, prendrait un risque inconsidéré. Moi, j'ai contourné le problème. Je pense qu'il faut... Alors, je ne sais pas... Oui, disons qu'ils ont gagné là-dessus. Mais c'est quelque chose que je leur laisse volontiers. Moi, j'ai jamais voulu faire ces dessins-là. Par contre, un jour, j'ai dessiné le chat qui dit, au fond, si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Ouais, moi, voilà. Je suis désolé, mais je vous aime beaucoup, je vous respecte beaucoup, mais dire qu'on peut plus dessiner le prophète, ça me tue. Non, mais le dessiner, ça vous tuerait aussi. Si on veut parler de ça... Tu te rends compte ce qu'on est en train de dire, là? C'est-à-dire que ce qui est intéressant chez Philippe Gueuluc,
c'est qu'il n'y a pas de tabou. Ça, j'adore ça. Notre humour, c'est Sauf le prophète. Mais c'est vrai, il fait gaffe à ça, mais ça, bon... Le prophète, ce serait idiot. Qu'est-ce que ça voudrait dire Pardon, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est tellement plus facile de défendre les femmes battues que de se battre là-dessus. Alors, je ne dis pas que je ne me bats pas là-dessus. Simplement, si on veut parler mais c'est de pas ça... Non, mais bien sûr. Mais si on veut parler de ça, c'est le principe qui est intéressant au-delà de vous. Bien sûr, justement. La donne a complètement changé. On dessinait dans des journaux satiriques jusqu'à il y a quelques années en toute liberté pour un public averti, un public cultivé, un public qui vivait dans un pays, dans une démocratie très évoluée. Du jour au lendemain arrive Internet. Ces mêmes dessins sont diffusés autour de la planète en quelques secondes. Ouais. Et des gens qui n'ont pas du tout la même culture, qui ne savent pas ce qu'est le second degré, qui sont, pour la plupart, illettrés, il faut bien s'en rendre compte, on leur balance des choses qui, pour eux, sont le summum de l'injure. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie avant de balancer des choses comme ça. Nous avons eu 4 siècles qui ont permis de quitter l'Inquisition, d'avoir les Lumières, d'avoir la séparation de l'Église et de l'État. On doit tous descendre au niveau des plus incultes de la planète. Ah non, je dis il faut faire de la pédagogie. Il faut arriver. Alors je ne dis pas que j'arriverai à expliquer au type qui voulait pendre Asia Bibi au Pakistan. Je crois que je ne pourrais pas dialoguer avec ces mecs-là. Mais je pense qu'il faut continuer à petit, peut-être, il faut reprendre les choses un petit peu en arrière. Vous êtes sage. Rendez compte à quel point vous êtes sage en parlant de pédagogie et combien vous êtes rebelle lorsqu'il s'agit justement de thématiques moins dangereuses. Bien sûr. Donc, je veux dire, vous avez tout dit, mais je vous assure qu'en ayant tout dit, c'est extrêmement douloureux à entendre. Je vais couper là-dessus parce que j'adorais le Gueuluc d'avant, mais celui-là, si tu veux, il remplace un peu ces deux êtres. Enfin, il y en avait d'autres aussi qui nous manquent tant, c'est-à-dire Cabu et Wolinski. Il y a une violence là-dedans, et Charb aussi, bien sûr, et puis les gens aussi, parce que c'est dégueulasse de citer juste les deux, parce qu'il y a toute une bande. Mais c'est vrai qu'il nous manque énormément. On pense à eux souvent, et je trouve qu'il y a cet esprit-là dans ce livre. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un, il reprend le flambeau. Bravo. Bravo. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour de l'actualité. Le chat, ou vous, comme vous voulez, vous donnera son avis sur l'actualité. D'abord, on va commencer avec la COP24, la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se tient actuellement à Katowice, en Pologne. Peu de dirigeants ont fait le déplacement. On regarde ce qu'en pense le chat. Nous n'avons pas respecté les engagements de la COP 20, 21, 22 et 23, mais cette fois, ça va changer. Nous ne prendrons plus d'engagement et nous allons nous y tenir. Alors, Thierry, juste préciser peut-être que c'est des dessins que j'ai préparés pour vous ce soir. Mais je les ai faits ce matin. Des inédits, mesdames, messieurs. Alors, par exemple, le président Macron est carbonisé. Vous en pensez quoi? Ben voilà, je fais une comparaison, on fait un saut dans le temps, 1958-2018. Je vous ai compris, disait De Gaulle. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne me comprenez pas. Honnêtement, ce qui est extraordinaire, parce qu'on se connaît un peu, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, vous mettez devant une feuille blanche et vous trouvez ça quand même. Ah ben là, j'ai dû bomber parce que j'avais d'autres choses à foutre que faire des dessins pour vous. Mais j'avais fait une promesse, donc je l'ai tenue. Mais vous êtes incroyable. Oh bah écoutez, vous êtes stimulant quand vous me demandez quelque chose. Alors, on continue. La colère des Gilets jaunes ressemble à une révolution. Vous en pensez quoi? Alors, j'ai repensé à l'affiche de Lagerfeld et les types disent, il l'avait dit, j'ai changé juste un petit peu, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous changer la vie, ou changer votre vie. Il l'avait dit, Il disait, sauver la vie, et voilà. Bien. Alors, le Royaume-Uni pourrait vouloir renoncer au Brexit. Oui, les Anglais, je ne comprends pas très bien ce qu'il y a dans leur tête. Il y en a un qui nous parle, qui dit « Nous sommes venus vous aider en 14-18, puis vous libérer en 40-45. Cette fois, démerdez-vous. » Gros talent. Dans 2 semaines, c'est Noël. Est-ce que ça sent le sapin? Un peu, hein. Alors, le Père Noël reçoit-il des cadeaux? Le Père Noël dit « J'ai commandé le dernier livre de Gueuluc, je crois en lui depuis que je suis tout petit. » Merci en tous les cas. Merci de nous faire ce cadeau de Noël d'une certaine façon. Oui, c'est un peu ça. Merci. Vous croyez en moi?
Je crois en vous. Je crois en vous depuis de longues années. Mais un jour, je vous révélerai que je n'existe pas vraiment. Vous savez que le parallèle, d'ailleurs, est intéressant sur les religions. Les adultes qui croient en Dieu, pour moi, c'est comme les enfants qui croient dans le Père Noël. Ouais. C'est-à-dire que Dieu leur promet des choses merveilleuses, comme les cadeaux qu'on reçoit le 25 décembre. Et ce qui est bizarre, c'est que les enfants, à un moment, comprennent que le Père Noël n'existe pas. Et les adultes qui croient en Dieu ne le comprennent jamais. Un triomphe pour Philippe Gueluc. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Gueluc. Je rappelle donc Le Chat pète le feu et Gueluc pète les plombs sont disponibles aux éditions Casterman. Ouais. Voilà, on se retrouve après la pub avec Les Terriens de Tanguy Pastureau. A tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Gilles-William Goldnadel et Pierre Licia. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Comment ça va, Tanguy? Mais ça va, et vous? Très bien. Voilà. Attention, on passe à Pastureau. Alors ce soir, on a reçu Perico Légas, le mari de Natacha Polony, Alexis Corbière, compagnon de Raquel Garrido. Donc je réalise effaré qu'il s'agit d'une soirée couple. J'ai l'impression d'être un homme seul dans un club moite à devoir payer 70 € pour entrer, tandis que les gens en concubinage passent gratuitement. Donc il faut que je forme un couple, moi aussi, tout de suite. Avec vous, Thierry, c'est pas possible, ça fait 30 ans que je vous vois à la télé. J'aurais l'impression de sortir avec Casimir. Personne n'a de relation avec un monument, à part Stéphane Bern, s'il est en manque au château de Versailles et qu'il y a un vase. Monia, trop de répartie. Une femme qui est drôle sans prompteur, je me méfie. Goldnadel, impossible, je perds tous mes fans de gauche. Plus les antisémites. Et on peut pas se permettre en France de se mettre à dos le public antisémite. Ça représente trop de gens. Après, les salles sont vides. Donc, France, mon grand loup à la crinière clairsemée, je suis désolé, il ne reste que toi. En même temps, on a de la bouteille tous les deux. Déjà en 2009, tu m'incitais à être plus violent. Hein, c'est ton côté Marquis de Sade. En 85, on faisait les cons tous les deux avec un drone. Hein, on a traversé les époques comme Gérard Collomb, mais à deux. Hein, c'est une longue histoire avec des hauts et des bas, comme celle de Macron avec les Français. Souvenez-vous, il y a 18 mois, c'était notre enfant chéri. On l'a vu apprendre à faire du vélo avec Brigitte. C'était sa première fois sans les petites roues. Cet été encore, il se faisait titiller les tétons par des midwives. Mother, I don't want to fuck. À chaque fois que leur mari regardait ailleurs. Et là, il est abattu. Il écoute des reprises de Daniel Guichard par Eddie de Pretto en se disant qu'il va mettre fin à ses jours en se tranchant les veines avec les pages du Wall Street Journal. Alors, certes, il reste de bons moments. Hein, récemment, il était en Argentine pour le G20 où il a croisé le Saoudien Ben Salman, l'Hannibal Lecter du Moyen-Orient. Il lui a demandé: mais enfin, qu'as-tu fait avec le journaliste Jamal Khashoggi? L'autre a répondu: des sushis. Mais, a-t-il ajouté, j'ai acheté un wok pour le prochain. Mohamed Ben Salman a aussi croisé Poutine, hein, qui l'a checké. Wesh, gros, bien ou bien, hein. Ah bah pour Poutine, tuer des journalistes, c'est une qualité. Le G20, c'est écologique, il y a tellement d'ordures qu'on a forcément envie de faire le tri. Sinon, on a offert
à Macron un maillot de foot personnalisé puisqu'il apparaît son nom et au-dessus sa cote de popularité. Il s'est baladé dans une librairie avec Brigitte où, par le biais d'une faille spatio-temporelle, ils ont également croisé Brigitte dans 20 ans. Puis Brigitte a rejoint les autres premières dames. Hein. Le G20, c'est Daesh sans les niqabs. Hein. D'un côté les mecs, de l'autre les nanas. Devant, on a la première dame argentine qui venait de finir son traitement orthodontique et avait envie de rentabiliser les 10 000 balles. Ensuite, Macron a jeté une rose à la mer. Tel le bachelor, si épuisé par son harem de poufias, il avait décidé de se taper un dauphin. Alors, c'est en souvenir de la dictature militaire là-bas. De 76 à 83, 30 000 morts ou disparus, jetés dans l'océan depuis des avions. Comme au début dans Koh-Lanta, mais sans Denis Brognard en chemise froissée qui t'accueille sur la plage avec son totem à la con. Puis Macron est revenu à Paris et tout était cassé. À l'Arc de Triomphe, on a même détruit une statue. Hein, maintenant, on voit quelqu'un avec un trou dans la tête. L'œuvre a été rebaptisée les Ch'tis W9. Il a croisé des flics, dont un protestataire qui avait gardé son casque de 2 roues pour lui signaler qu'il préférait François Hollande. Non mais, dans le classement des trucs que les Français n'aiment pas, il y a 1, les betteraves rouges, 2, la mononucléose, 3, Macron. Il a 2 portables, 1 pour chaque ami qui lui reste. Et maintenant, eux l'aiment encore, hein, ces fidèles, ceux qui restent quand tout le monde se barre parce qu'ils n'ont rien d'autre, ces gros boulets. Ce sont les macronphiles. Avec Christophe Castaner qui a réalisé qu'il avait mené les flics à l'abattoir le week-end dernier. Et du coup, pour se rattraper, il leur a servi des cafés. Il leur a aussi proposé à chacun un massage thaï et un jeu érotique avec lui et des boules de geisha. Il est vraiment désolé. Il a voulu aussi se faire pardonner vis-à-vis d'un cheval de la garde républicaine à qui il a fait un gros câlin. Hein, ça, quand on est zoophile, l'étape suivante, c'est se marier à Vegas avec le cheval. L'animal a fini par le repousser. Hein, il ne voulait pas être associé à la République en marche, bien sûr. Avec le président Macron, il a flâné dimanche dans le quartier de l'Étoile à pied, hein, puisqu'il n'y a plus de voitures. Elles ont toutes brûlé. C'est un rêve érotique d'Anne Hidalgo qui serait devenu réalité. Puis Castaner, qui est au sens de la com, ce que Carla Bruni est au death metal, a posté cette photo de lui téléphonant à un peloton autoroutier. Mais vu l'état des locaux, il y est encore, ça sonne dans le vide. Hein, le malheureux fait la même tête que nous quand on apprend après un bilan sanguin qu'on a une hépatite. Alors toute la semaine, il s'est excusé auprès des forces de l'ordre, hein, toute la semaine, avant de leur promettre de faire un FONGECIF, afin de se tourner vers un autre métier. Hein, ça fait 2 mois qu'il improvise, donc il peut faire comédien sans passer par le cours Florent. Alors il a fini à patienter en attendant qu'Édouard Philippe se fasse un petit massage des mains qui a duré 30 heures. Hein, il connaît chacun de ses doigts par cœur. S'il est sur Tinder, cliquez sur « OK, je le veux ». Parce qu'un homme qui maîtrise ses mains comme ça, il vous emmène au 7e ciel d'un coup d'auriculaire. Sinon, Gabriel Attal, secrétaire d'État à l'éducation, il a visité un lycée à Tourcoing, mais il est tellement jeune qu'au moment de partir, le proviseur lui a dit « Où tu vas? Tu crois qu'ici, c'est l'Arc de Triomphe, qu'on entre et qu'on sort comme on veut, petit con, va !» Et il l'a réintégré en seconde C, en français, hein, il étudie Rousseau. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, a fait un salon du vin et il s'est cuité tel un paysan moldave le jour de la fête nationale. À la fin, il ne savait plus qui il était, alors que nous, sans boire, on ne sait pas non plus qui il est. Franck Riester, ministre de la Culture, est allé à Tel Aviv et au lieu de glander au soleil en bouffant des falafels, ce loser a visité des musées. Mais jamais il ne s'éclate. Même à Mykonos, il arriverait à trouver un musée, le musée du slip, composé de l'ensemble des slips retrouvés derrière les rochers. Marlène Schiappa, elle est allée au Mans, où elle a croisé des policiers avec la lanière de son sac entre ses seins, ce qui est la base du bondage. Hein, donc les mecs étaient au garde à vous dans tous les sens du terme. Gérard Collomb, maire de Lyon, a visité le marché de Noël de sa ville et il a souri. Et encore souri. Forcément, il est parti du ministère de l'Intérieur
pile avant que ça pète. Il a le nez fin. Je pense qu'en 1572, quand il était jeune, il a quitté Paris le 23 août, la veille du massacre de la Saint-Barthélemy. Il anticipe les violences. Il peut dire 2 semaines avant sa sortie qu'il va y avoir un album de Céline Dion. Non mais Collomb est tellement heureux de s'être barré à temps de l'intérieur que même pour inaugurer une bretelle d'autoroute, il était jouasse. Hein, et s'il s'était coupé un doigt à la place du ruban, il aurait continué à se marrer. C'est le seul à être heureux. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a lui aussi visité l'Arc de Triomphe. C'est détruit, donc toutes les stars de la politique y vont. Si le Louvre veut attirer des people, il suffit de foutre un bon coup de cutter à la Joconde. Quant à François de Rugy et Brune Poirson, là, les pliques et plocs de la fin du monde, ils sont allés à la COP24 qui se déroule en Pologne, plus gros pollueur d'Europe. Donc ça revient à organiser le Forum de l'économie solidaire au Luxembourg. La Gay Pride à Kuwait City. Allez, ils détestent Macron, qu'ils soient en gilet jaune, en parka rouge ou tout nus dans leur salle de bain, mais on n'a pas les photos. Ce sont les macronphobes. Avec François Hollande, hein, vous vous souvenez? François Hollande, l'homme qui a fait exploser les impôts, 28 nouvelles taxes la première année de son mandat, mais qui est contre les impôts. Il nous l'a fait tellement à l'envers que sa vie entière est un 69. À un moment, des gilets jaunes ont menacé de brûler ses bouquins avant une dédicace s'ils ne les soutenaient pas publiquement. Il l'a fait. Hollande, il se couche devant le premier qu'il menace. C'est un tapis de sol. Un Julie Gaillet peut faire du yoga dessus. Le jour où on remettra un prix du courage politique, il passera le balai à la fin du buffet. Sinon, François Ruffin de la France Insoumise, le seul à porter la nuque longue sur le front, eh bien, s'est posté devant l'Élysée. Hein, le F300 de Macron, tel Stéphane Plaza dans Maison à vendre. Et il a déclaré que Macron devait partir. C'est lui qui fait le bail d'entrée et de sortie. Il a toutes les clés. C'est Passepartout de Fort Boyard en version XL. Robert Ménard, maire de Béziers, a inauguré sa crèche. Alors tout le monde est là, hein, l'agneau, le veau, Karine Le Marchand. Et il a écrit « Vive nos racines hein, ». 300 tons, il est persuadé d'entrer en résistance. C'est le Jean Moulin de Noël. Ségolène Royal, elle est allée à France Inter où elle a croisé 2 personnes grimées en pingouin. Alors pour les distinguer, les gens crédibles sont situés à gauche et à droite de l'image. Hein, parce qu'elle, dès qu'elle veut parler de la planète, elle parle d'elle-même. Elle se confond avec la Terre. Quand elle a un rhume, elle dit « Zut, j'ai la Bretagne qui coule ». Regardez. Pardon de manquer de modestie, mais quand j'étais ministre, la France respectait ses objectifs sur le climat. Moi, de mon temps, c'était mieux. Le réchauffement climatique, ça n'existait pas. Le SMIC, 3 500 € net. Et il n'y avait ni le SIDA, ni les Energy Music Awards. Ségolène Royal, c'est la politique MMMs, moi et moi. Sinon, Jean Lassalle, le clown du Béarn, a renfilé un gilet jaune. Une seule façon pour lui de se faire applaudir une fois la semaine. Il a fait ses heures d'intermittence et touchera donc une petite somme. Laurent Wauquiez aussi a mis un gilet jaune, mais pour visiter une usine. Et il a enfilé des grosses lunettes. On dirait Michou s'il se révoltait contre le gouvernement. Puis Wauquiez a croisé des gilets orange en parka rouge, jaune, orange, rouge. Si on met côte à côte toutes les photos de Wauquiez, on obtient un arc-en-ciel. Il va devenir l'égérie des LGBT. Alors Nicolas Dupont-Aignan, lui, il a rencontré Édouard Philippe. Hein, et il a demandé à ce que leurs échanges soient diffusés sur Facebook Live. Il se lance dans la vidéo amateur. C'est YouPorn, mais avec que des têtes. Alors Philippe a refusé parce qu'il a sa pudeur. Hein, Dupont-Aignan est donc parti. Il pratique la discus interruptus. Depuis, il se filme dans sa chambre et met ça sur YouTube. Sinon, sachez que Christian Estrosi, maire de Nice, cette semaine, a fait du ski. C'est le seul en France qui kiffe. Hein, le jour de l'apocalypse, juste après que Gérard Collomb soit barré en hurlant « Attention, demain il y aura une météorite », Estrosi fera du deltaplane. Florian Philippot, enfin, était en jaune, hein, comme depuis le début du mouvement, avec d'autres jaunes. On dirait un essaim de grosses abeilles transgéniques. Si Montebourg, l'apiculteur, là, le voit, il veut lui presser sur le dard pour recueillir du miel. Alors, à la sortie de Matignon, parce que lui aussi a été reçu par Édouard Philippe, il était accompagné de sa tante Simone et de son papy, hein, parce que lui est tout seul dans son truc. Ça ressemble plus à la bar mitzvah d'un jeune qui ferait 30 ans de plus qu'à un parti.
allez. Allez, maintenant, un petit tour du côté de ces Gaulois réfractaires, parfois issus de la mafia bretonne et qui traversent la rue. Ce sont les gens d'ici. Avec Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a joué la mère Noël. Sa ville brûle et elle est au pays des elfes. Si la guerre mondiale éclate, elle se déguisera en schtroumpfette. Alors, elle a offert à des enfants un pédalier de Vélib fabriqué avec le châssis d'une douzaine de Smart qui ont brûlé. Manuel Valls, lui, végète toujours à Barcelone. Il veut devenir maire. C'est ça ou le Pôle emploi. Et il fait comme les jeunes qui vont à Barcelone en Erasmus. Il se pète la ruche. Résultat, ensuite, il est déchiré. Personne n'a cette tête en visitant un théâtre vide. Et encore moins celle-là en faisant de la radio. Soit il est ivre, soit il s'est mis au Botox à raison de 40 injections par ridule. Parce que là, Meg Ryan le croise comme ça, elle le prend pour son petit frère. Dominique Strauss-Kahn, ancien mentor de Valls, est lui aussi de retour après Hollande, Royal. Je pense que Jospin va revenir. Ils étaient tous morts, ils se relèvent et repartent. C'est The Walking Dead. Alors DSK va ouvrir un club. Bon, ça, c'est pas surprenant. Mais un club de réflexion. Concept novateur, c'est une relation sexuelle, un instant de réflexion. Sexe, réflexion. Ou alors, il a juste mis des miroirs au fond de la pièce et ça réfléchit. Alors des gens qui ne réfléchissent plus, ce sont les Macron, qui en pleine crise des Gilets jaunes, parce que tous les samedis de 8h à 23h, c'est la révolution. Et le dimanche, les gens regardent Drucker. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont lancé les travaux à l'Élysée. Alors, ils changent la moquette, les rideaux, le mobilier. C'est François Ruffin qui est devant la grille, qui signe les bons de commande Saint-Maclou. Par contre, pour pas choquer les Français, bon, les meubles, ce sera light. Ont été commandés une armoire en cube de particules et une table basse en palette, 19,90 € en tout. Ouais, c'est la crise. C'est la crise, c'est terrible. Mais enfin, tous les pays du monde ont leurs problèmes. Par exemple, à Monaco, il y a aussi des blocages. Regardez toutes ces voitures à l'arrêt autour du Prince Albert. Bon, ok, c'est une expo de Ferrari qui a eu lieu cette semaine. Mais au prix de l'essence aujourd'hui, c'est un gouffre. Et elles n'ont même pas de toit. La précarité de ces gens. Non mais là-bas, les classes moyennes n'y arrivent plus. Elles sont obligées de mettre une de leurs villas à la location pour arriver à entretenir les 4 autres. Voilà, c'est notre dernière de 2018. Une année bouleversée au niveau du calendrier, puisque les cendres sont avant Noël. Les cendres de la préfecture de Puy-en-Velay, forcément, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Celle du lycée de Blagnac, etc., etc. Partout, ça brûle. La période des incendies, maintenant, c'est l'hiver. C'est chaud. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à 2019. Bravo. Si tout n'a pas flambé d'ici là, faites attention à vous, les cœurs. Bravo. C'était Tanguy Pastureau. Bravo Tanguy, on le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. La dernière fois, c'est Franz-Olivier Gisbert qui a gagné. Qui remportera le cerveau d'or cette semaine? C'est le winner de l'actu. Est-ce que Méline peut apporter le cerveau d'or? Est-ce que comme c'est la dernière de l'année, on peut pas s'échanger les téléphones et on fait gagner quelqu'un qu'on connaît pas? Non. Cette semaine, qui a déclaré dans Paris Match: les Français ont beaucoup de chance d'avoir Macron comme président? Bill Gates, Robert De Niro, Angela Merkel ou Raquel Garrido? Bob De Niro. Ouais. Bravo. Comment vous savez ça? Elle l'a eu. Elle lit Paris Match. Bah oui. Je pensais qu'elle lisait l'Humanité, elle est elle lit Paris Match. Attention, comment s'appelle le détroit qui est au cœur des tensions entre la Russie et l'Ukraine? Oh là là. Le détroit de Kertch, le détroit de Kertch, le détroit de Kirch ou le détroit de Kurtch? Le détroit de Kurtch. Non. Ah bon, merde. De Kertch. Oui. Ah bah bien. Comment tu sais ça? Je l'ai lu. Le hasard, le Je pur l'ai lu hasard.
Le Courrier International. Je suis abonné. Le Courrier International. C'est ça. Attendez, qu'est-ce qu'Alain Delon souhaite à sa mort? Que ses cendres soient déposées au Panthéon, qu'un jour férié soit ajouté au calendrier, que personne ne prononce plus jamais son nom ou qu'on tue son chien. Je suis snob. Qu'on tue son chien. Oui, ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il a dit parce que je l'aime trop, je sais pas qui va s'en occuper. Et Jeanne Masse lui a proposé de s'occuper de son chien. Et le chien a refusé. Et donc le chien va mourir. Faut se mettre à sa place. Jeanne Masse, elle est végétarienne. Elle est super. Non, mais si son chien meurt avant lui, on le tue? Non, il veut que... Non, je t'explique. Ah, logiquement. Non, mais si lui, au moment où il va mourir, il veut que son chien soit euthanasié en même temps. Pour qu'il puisse mourir. Il a quel âge, le chien? Le même âge qu'Alain Delon. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, il aboie à la troisième personne. Voilà. Oh non. Ah, j'aime bien. C'est pas méchant, c'est chien. Non, c'est pas méchant. Quel prénom un couple de fans de foot a-t-il donné à leur enfant né en novembre dernier? Zizou, N'Golo, Griezmann Mbappé ou Corner? Je suis snob. Griezmann Mbappé. Oh, bravo. Là, vous allez être un peu ridicule ce soir. Bonne réponse. Je ne suis pas loin de le penser. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez faire moins les marioles. Si je gagne, peut-être que je peux offrir ma victoire à quelqu'un. Attention, qu'est-ce que des chercheurs américains ont avalé dans le cadre d'une étude scientifique? Un clou rouillé, des têtes de personnages Lego, une boule de cheveux ou un pendentif étoile de David? J'ai pas lu, donc je ne sais pas, mais a priori, pour que ce soit forcément, pour que ce soit, c'est pas des cheveux, parce qu'on avale tout le temps. David. À mon avis, je verrais bien. Non, je verrais bien le clou. Je suis snob. Mais non. Le programme de Macron, non, je déconne. La tête d'un Lego. Eh oui. Ah oui. Ah oui. Bravo, forcément. Bravo. Forcément, c'est le seul truc que les gamins avalent. Bien sûr. Bien sûr. Les enfants en avalent et ils voulaient être sûrs. Ils avalent aussi des clous. Hein. Ils avalent d'autres choses quand ils font des études religieuses. Vous avez noté quand même que... Oh non. D'après l'Obs, quelle est la chanson préférée de Theresa May? Help des Beatles, Dancing Queen d'ABBA, La vie en rose d'Edith Piaf ou Voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert. Jamais content. Moi, il me plaît à penser que c'est La vie en rose. Non. Moi, c'est peut-être Help quand même. Parce Non. que c'est avant. Dancing Queen. Et voilà. Ah bah oui, c'est... Alors, on en est où les enfants? C'est Monia qui vous défend. C'est Monia. Monia est en tête. Bravo Monia. Attention. D'après une étude publiée par l'ONU, quel est l'endroit le plus dangereux pour une femme? Attention. Un passage souterrain, un stade de foot, un parcours de jogging en forêt ou son domicile. Son domicile. Et voilà. Ah oui. Et voilà. Endroit où elles sont tuées par leurs compagnons. Voilà. Bravo Raquel. Votre conscience sociale vous a rapporté un point. Méfie-toi de ton mari. Oui. Ouais. Corbière. Oui, de moi. Non, mais je peux poser la question. Pour les hommes aussi, ils sont tués, je pense, la plupart du temps Bien à leur entendu. domicile. Bien sûr, les enfants donc, aussi. La question est refusée. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. La question est... Elle est sexiste même. Mais bien sûr qu'elle est sexiste. C'est un Ça peu ne ce que- passera pas au CSA, moi je vous le Ouais. dis. Je vous aurais prévenu. Tu auras des problèmes. À partir de quoi est fabriqué le nouveau sérum anti-âge tendance chez les célébrités américaines? Des mèches de cheveux d'enfants roux, des ongles de nourrissons péruviens, des cils de fillettes albinos ou des prépuces de bébés coréens. J'irais des cils de fillettes albinos. Non. Je suis snob. Des ongles de nourrissons péruviens. C'est pas possible. Des mèches Bien d'enfants sûr. roux. Non. Les prépuces. Bah oui. Non, mais j'ai une question économique.
Il y a la circoncision en Corée. Oui, c'est ça, je me dis, les Coréens ne sont pas circoncis. Le marché israélien Mais il y a des juifs partout, est ça va ouvert. pour On pensez à rien, vous autres. Attention, l'heure de vérité. Qui remporte le cerveau d'or? Monia Cashmere. Il mérite franchement. C'est vrai ça. Monia. J'aimerais offrir mon prix à la personne qui n'a jamais gagné cette année, à Gilles William. Bravo, j'apprécie. Est-ce que tu es prêt à remettre ton titre en jeu? Certainement pas. Pas du tout. Je le garde. Il va le garder 3 semaines. Mais il n'est même pas impossible que je le négocie. Bravo William, bravo. Voilà. C'était les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire notre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.